France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mardi 23 juillet, à la une, les fake news, comportements et déclarations racistes à l'encontre des Algériens se sont multipliés ces derniers jours. Doit-on y voir la rancune des perdants de la guerre d'Algérie? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, en nous appelant dans quelques minutes au 01 40 33 9000. Vacances, destination, est-ce que vous privilégiez le camping, l'hôtel, appartement ou maison, en famille ou entre amis? Eh bien, vous nous dites, on en parle ensemble. Quels sont vos meilleurs souvenirs de vacances à donc 17h30 pour en parler? Aujourd'hui, pour nous accompagner, Nasser Lajili, Nadir Kaya et Gamal Abina. Soyez les bienvenus, n'oubliez pas évidemment le zapping, les infos zappées et le quiz en fin d'émission. Le grand forum, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et bienvenue, vous qui nous rejoignez. Nous sommes mardi et nous sommes le 23 juillet et aujourd'hui est un événement puisque le retour de monsieur Nadir Kaya. Comment il va, Nadir? Bonjour à tous. Ça fait longtemps, mon Nadir. Oui, ça va, très bien. Bon, très bien. Tu vas bien? On te voit partout sauf à France Maghreb 2, ça va pas du tout ça, Nadir? Oh, quand même pas partout. Ah si, si. Je t'ai vu sur LCI, je t'ai vu partout. Sur LCI simplement. Ouais. Monsieur Gamal Abina est avec nous. Bonjour Monsieur Gamal Abina. Bonjour, ça va? Il est constant, Gamal, il est là lui. J'essaye. Nasser Lajili, comment ça mon Nasser? Ça va très bien, et toi Christophe? On a deux mecs de Gennevilliers, fais gaffe Gamal. C'est vrai. J'ai gêné en force. C'est des bons. Ouais, c'est des bons, ouais. C'est des bons, absolument. C'est des bons. Ouais. Jusqu'à 18h, soyez les bienvenus messieurs dames pour intervenir 01 40 33 9000. J'ai une question de ouf aujourd'hui pour vous messieurs, à évoquer, à discuter, à débattre avec nos amis auditrices, auditeurs et entre vous d'ailleurs. Les fake news, comportements et déclarations racistes à l'encontre des Algériens en particulier, qui se sont multipliés ces dernières semaines. Doit-on y voir la rancune des perdants de la guerre d'Algérie? C'est la question qu'on vous pose clairement aujourd'hui. Et vous êtes 79% à dire oui d'ailleurs sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter pour voter, le grand forum FM2 et 01 40 33 9000. Alors c'est vrai que depuis que le magnifique parcours des Algériens à la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est soldé d'ailleurs par une victoire finale vendredi, une liesse générale dans tout le pays. Est-ce que finalement là c'est les rancœurs de la guerre d'Algérie là qui s'expriment en ce moment, Gamal? Ah oui, là, indiscutablement, on n'a pas de. Il n'y a eu aucune précaution oratoire quand il y a eu l'histoire de la pauvre femme Rahma qui est morte avec son enfant. A précisé qu'elle est algérienne à Montpellier. Elle est algérienne, hein, les gens ne le disent pas. Une femme est morte, mais on ne sait pas d'où elle était. Alors que le type qui l'a percuté, c'est un accident de la route et qu'il est d'origine marocaine, donc il est probable qu'il n'ait pas forcément fêté la victoire. Ensuite, il y a eu l'autre affaire qui est sortie récemment de ce malheureux, Mamadou qui a été assassiné. Mamoudou Bari, qui a été assassiné effectivement par un d'origine turque. Par un franco-turc qui semble-t-il était suivi psychiatriquement. D'ailleurs, il est sorti de la garde à vue pour des raisons médicales, il a été directement à l'hôpital. Oui, parce que il semble que c'est un déséquilibre mental, mais le problème n'est même pas là, absolument. C'est que les accusations immédiates, parce qu'il cherchait absolument. Oui. Alors que faut quand même rappeler une chose, c'est qu'il ne s'est rien passé. Le maillot qu'il portait, Gamal? Comment? Le maillot qu'il portait au moment des faits? J'en ai aucune idée. Le Galatasaray. En plus, qui vit à l'Algérie, on l'a vu. Hein. Ouais. Non, le truc, c'est que ce qui est incroyable, c'est que de se dire que j'ai lu par exemple Éric Ciotti, qui n'en est pas sa première sortie. Je vais faire un mauvais jeu de mots, Ciotti, pour pas être méchant. Franchement, quand ce type débite des propos qui sont très racistes, on l'a bien compris qu'il était dans le sud et qu'il y avait beaucoup de rapatriés de l'Algérie française. Mais là, vraiment, s'autoriser à affirmer que les supporters, donc tous les supporters algériens auraient une responsabilité par rapport à ce meurtre, c'est non seulement intolérable, inqualifiable, et en plus c'est incroyable d'entendre ça. Même l'extrême droite maintenant elle aime les Africains noirs. Oui, c'est incroyable. C'est énorme, c'est incroyable. Mais si je peux me permettre, c'est pas propre à lui, parce que Marine Le Pen avait tenu les mêmes propos lors de l'accident qui a coûté la vie à la maman à Montpellier. Ouais. Et Marine Le Pen avait accusé les Algériens. Oui, absolument. Donc à partir de là, je pense qu'il faut le déchoir de la nationalité des Franco-Algériens. Non, je pense que quand je pense que moi c'est un truc que j'étudie avec certaines personnes, mais maintenant comme beaucoup de choses se passent d'un point de vue juridique en France, et c'est que comme ça qu'on peut parfois se faire respecter, notamment par rapport à des hommes politiques et des femmes politiques de premier plan qui tiennent des propos qui sont complètement racistes, sans déranger les médias ou d'autres politiques. Je pense qu'il faut les attaquer en justice pour des propos comme ça. Qui peut le faire? Comme je t'ai dit, moi je suis en train de voir ça avec des amis qui sont dans le domaine. Je pense que maintenant il faut ne pas hésiter à attaquer pour diffamation ou pour autre motif. Oui, mais il faut une existence de minimum 3 ans pour. Mais c'est bon, on a déjà une solution. Personnellement, au sein de notre association, nous on peut le faire. C'est pour ça que je dis actuellement, on est en train de réfléchir sur un pôle judiciaire. Vous avez un objet antiraciste dans l'objet de l'association? Parce que c'est obligatoire.
Lutte contre le racisme, il faut que ce soit. Il y a un objet, il y a un objet contre la lutte contre le racisme et les discriminations. Preuve en est, on a fait partie du collectif Gamal, t'es pas censé le savoir, du fameux collectif Stop Contrôle aux faciès. Oui, absolument. Et en 2016, on a fait contrôler l'État. Ouais. On a fait condamner l'État en cassation pour des contrôles abusifs aux faciès. Donc ça, c'est une réalité. Donc on peut faire des choses, et je pense que c'est des choses qui doivent être démultipliées. C'est qui est le patron de ça, le président? Non, c'est pas un président, c'est un collectif. Un collectif, d'accord. Qui représente différentes associations, dont Banlieue Plus, Passe en nous, d'autres associations. D'accord. Et donc je pense que ça doit passer par le juridique, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire respecter et faire respecter les lois, notamment pour Marine Le Pen qui n'a pas voulu, je crois, se rendre à un rendez-vous suite à sa mise en examen. Oui, et puis il y a quand même, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, il y a Patrick Jardin qui a complètement pété les plombs en disant qu'il appelait carrément à tirer dans la racaille algérienne. Ça s'est passé dans un éditorialiste. C'est ce qu'on dit depuis des années. Dans un journal ripostaïque qu'il a écrit un article. Que ça soit à l'encontre des Algériens ou de la banlieue de façon générale, maintenant tout s'est banalisé, ou alors même à l'encontre des musulmans. Maintenant, on le sait depuis 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, les responsables politiques et des politiques peuvent dire tout et n'importe quoi sans aucun retour. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut s'armer de l'arme de la justice et ne pas lâcher ce genre de propos qui peut être banalisé. Nasser. Moi, la question que je me pose, c'est que fait l'État algérien aujourd'hui par rapport à tous ces propos? Déjà, il faudrait qu'il y ait un État convenable. Non, mais d'accord, mais à un moment donné, je pense qu'il faut absolument que chacun prenne des responsabilités et de remettre les choses au clair. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a un gouvernement qui alimente aussi ce genre de propos et ce genre de moins qu'auparavant quand même. Faut lui reconnaître quand même. Oui, Macron est moins raciste que les autres, c'est évident. On peut lui reconnaître que quand même c'est un peu moins violent que sous Valls, par exemple. C'est l'image qu'on essaye de donner. Surtout. Non, du tout, c'est vrai. On voit bien que Castaner, par exemple, il a pas dit les Algériens. Il a dit on attend l'enquête, donc c'est quand même il y a des précautions. Il a fait d'autres conneries. Mais Castaner aujourd'hui il fait très attention à ses propos parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, je pense que ça l'a redressé un peu. Il y a vraiment il faut être très clair. On peut dire de Macron. On l'a vu pendant la campagne de Macron, ils ont toujours été vigilants sur ce genre d'affaires en n'essayant pas de rebondir comme le font certains. Ils ont été prudents. Ça n'empêche que je pense qu'ils peuvent avoir des ça peut être une forme de communication, mais c'est surtout une posture politique qu'ils ont choisie. C'est une posture politique. Nasser les a vus à l'œuvre, les forces de l'ordre pendant les manifs des gilets jaunes. Ah non, mais je parle pas de on parle du gouvernement. On parle du gouvernement. D'accord, mais qui commande les forces de l'ordre? C'est Castaner. Non, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est pas de savoir s'il tape fort sur la population. Il le faut. Il tape fort. Le propos, c'est est-ce que oui ou non il valide le racisme? Non. Aujourd'hui, l'État Macron n'est pas un État raciste. On peut critiquer Macron sur tous les fronts. Je suis pas macroniste, mais il y a une réalité. T'as le droit de l'être. On m'a approché pour ça, j'ai refusé catégoriquement parce que j'aime pas l'ambiguïté. C'est pas assez. Non, mais parce que j'ai une petite tendance extrême droite, peut-être, je sais pas. Non, mais Gamal. Pour taper, pour taper sur l'extrême droite, on s'entend bien. Ah oui, d'accord. Non, mais plus sérieusement par rapport à ça. Quand il y a eu les maires de droite qui flirtent avec l'extrême pour le coup, qui sont excités en chargeant sur les musulmans à Clichy, je crois. À Clichy, il me semble, par rapport à l'histoire de la mosquée. Le lendemain, le gouvernement a pris une posture qui était claire. Non seulement ils ont disqualifié ce comportement, mais en plus ils ont sorti un prospectus qui avait été attribué à tort aux musulmans et qui venait de l'extrême droite. C'est bien le gouvernement qui a pris cette posture. Il aurait pu laisser faire, il aurait pu rien dire. Ils ont dit non, on ne dérape pas. Donc la posture de la Macronie, sur la question du racisme, ils sont propres. Sur la question sociale, ils sont nuls, on est d'accord, mais sur le racisme, il n'y a aucun problème jusqu'à présent. Oui, Nadir. Avant d'accueillir Karim de Marseille. Non, mais il faut pas se leurrer, parce que si le gouvernement est comme ça aujourd'hui, je rappellerai que c'est un gouvernement qui s'est créé comme ça suite à une élection, qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas d'ancrage. Donc ils sont vigilants dans ce qu'ils font, parce qu'il faut pas oublier que beaucoup de gens issus des quartiers populaires ou de l'immigration ont voté Macron. Absolument. Donc lui, il fait très attention. Il sait que sa base... c'est un électorat potentiel. Oui, tout à fait. Donc je pense qu'il fait attention. Et puis même dans son entourage, on l'a vu avec Yacine Bellatar et d'autres à une époque, donc il faisait attention à ça. Mais ça n'empêche qu'il a peut-être aussi des envies de faire certaines choses, parce que aujourd'hui, l'opinion publique... Je sais pas. Moi, je pense que c'était un électorat. Il faut pas oublier que l'opinion publique française aujourd'hui, elle aime qu'on tape sur la banlieue, elle aime qu'on tape sur les musulmans, parce que c'est comme ça depuis 20 ans aujourd'hui. Et un politique qui irait à l'encontre de ça, automatiquement, notamment lors des élections, il le paierait très cher. Parce que les Français sont formatés comme ça aujourd'hui. Karim nous appelle de Marseille. Karim, 01 40 33 9000. Karim, bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais juste apporter mon témoignage. Je m'insurge contre la journaliste là de BFM TV hier, parce que là je l'ai écoutée sur RMC. Après elle est passée une certaine Apolline. Après elle est passée Apolline de Malherbe. Elle a interviewé la porte-parole du gouvernement. Oui.
elle était persuadée comme quoi c'était les Algériens, là. Comme quoi, soi-disant, elle avait des preuves et tout, là. Et le problème, c'est que ce matin, j'ai essayé de l'appeler parce il faut qu'elle a dit une connerie, il faut qu'elle assume. Aujourd'hui, elle a rien dit, là. Elle a pas porté un démenti, quoi. Voilà. J'ai appelé RMC, là, demain matin. Par rapport à l'affaire, on est d'accord, c'est pas... J'ai pas dormi hier. Karim. Hier, la nuit, j'ai pas dormi. Karim. Mamadou. C'est par rapport à l'affaire de Mamadou Barry, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Et Apolline, là, je l'ai appelé en direct. Mais malheureusement le standard non, il m'a pas passé voilà sur Très bien, Karim. Bah écoutez, je pense que si elle nous écoute, ça peut arriver éventuellement, hein. Un petit message à passer. Elle était dans l'affirmative. Oui, non mais ils étaient tous dans l'affirmatif. Le problème c'est qu'elle n'a pas porté un démenti, quoi. C'est ça qui est un peu blessant, quoi. Pourtant, il faut lui envoyer des messages. Oui, il faut lui envoyer des messages. Si vous avez Twitter. J'ai envoyé un message là sur la boîte Facebook de BFM TV là. Et voilà, j'ai pas de réponse. Le problème, c'est qu'ils répondent jamais, ces gens-là. Et merci à Maghreb, France Maghreb, là, parce que ça nous permet un peu de dire les choses et d'apaiser un peu notre angoisse et notre souffrance, quoi. Merci à vous. Merci, Karim. Vous partez en vacances ou pas, Karim? Il est à Marseille. Non, il part pas. Bon, très bien. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Est-ce que c'est la rancune de la guerre d'Algérie, de la défaite de la guerre d'Algérie qui s'exprime là en ce moment avec toutes ces accusations? Mais quoi que moi j'ai trouvé quand même, on parlait de BFM TV, on peut les citer évidemment, un peu beaucoup plus prudent depuis l'affaire Montpellier par rapport à l'affaire Mamadou Barry. Où, moi j'ai lu quelques articles issus de BFM TV, ils n'étaient pas affirmatifs sur le fait que ça soit lié avec l'Algérie, hein. Ils ont juste effectivement rappelé que ça s'est passé le soir de la finale du match Algérie-Sénégal, sauf que ça n'avait absolument rien à voir. Je rappelle que ce monsieur portait un maillot du Galatasaray. Il a à peu près agressé tout le monde sur son passage, et en insultant monsieur Barry, qui était enseignant à l'université de Rouen, et qui passait tranquillement avec sa femme, fenêtre ouverte, salle noire. Donc monsieur Barry est descendu de sa voiture pour aller demander quelques explications pourquoi, et il n'a pas eu le temps de finir sa phrase qu'il a été assailli de coups devant plein de monde. Messieurs, moi ça m'horripile, moi, de voir qu'il y a plein de monde comme ça. Alors je dis pas effectivement qu'il faille faire les oraux, mais appeler les secours ou essayer de vous mettre à plusieurs. Je veux dire, vous êtes des bonhommes, mettez-vous à plusieurs, maîtrisez l'individu. Je sais pas, on l'a laissé comme ça, lui asséner des coups et des coups et des coups devant sa femme. Il en est mort. C'est honteux, franchement. Non mais Christophe, on se dit les choses franchement. On est là pour ça, Nadia. Alors ce genre d'événement, malheureusement, ça a toujours existé en France, et notamment en banlieue. Ça a toujours existé ce genre d'événement, parce que il y a aussi un sujet qu'on avait essayé d'aborder une fois. On l'avait fait à France Maghreb 2 sur la psychiatrie. Oui. Et on beaucoup de personnes. On va faire une émission parce que ça. On avait fait déjà une émission. On avait fait une émission là-dessus parce que en banlieue, il y a aussi ce problème-là qu'il faut. Si on veut parler des problèmes qui existent en France, notamment le rapport que les politiques, le problème des politiques avec les banlieues ou de la police, il faut se dire les choses franchement. Autant être critique vis-à-vis des politiques et des médias, mais il faut l'être aussi vis-à-vis des quartiers populaires. On l'a déjà dit lors de différentes émissions. Si on veut régler ou si on veut trouver des solutions, il faut aussi déjà s'autocritiquer. Et ça, c'est une réalité. Et par rapport aux faits divers concernant Mamoudou, il y a eu, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, une affaire à peu près similaire, où un franco-turc s'est fait tabasser par un gars, et il est mort devant sa femme et ses enfants pour une place de parking. Oui, à Tours. Voilà. Donc malheureusement, ces faits divers-là, ça existe, ça a toujours existé. Ouais. Maintenant, c'est la société qui est devenue hyper violente. Ouais. Et dans les quartiers populaires, il y a de la violence depuis toujours. On le sait. Bon, c'est pas parce que les gens sont d'origine populaire. Il suffit d'aller sur le périph', tu vas vite t'en rendre compte. Ouais, non, mais quand je te dis ça, c'est pour revenir sur une certaine réalité. Bien sûr. Il y a des problèmes en France, il y a des problèmes en banlieue, il faut le dire. Mais il y a aussi une certaine violence en banlieue qui est propre au trafic, propre à certaines personnes qui n'ont pas d'éducation, les problèmes d'incivilité, les parents qui sont démissionnaires. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut regarder en face et qu'on se dit entre nous, mais qu'on n'ose pas dire publiquement parce que, voilà, pour des raisons X ou Y. Donc à partir d'aujourd'hui, si on veut vraiment trouver des solutions face à la violence qui nous touche et qui peut toucher n'importe qui du jour au lendemain, comme on l'a vu, un père de famille devant sa femme, devant ses enfants, bah, il faut déjà en parler. Je pense que c'est la première chose à faire. J'aimerais te répondre à ce que, bon, je suis d'accord sur l'ensemble de ce que tu dis. Par contre, j'aime pas du tout l'idée selon laquelle il y aurait
aurait une violence qui se serait accrue aujourd'hui et qui serait pire que celle d'hier. Je dis pas qu'hier c'était mieux, c'est totalement faux. Moi, le côté hier c'est mieux, aujourd'hui c'est pire, c'est faux. Je suis d'accord avec tout le reste, le fait qu'il faut éduquer, que les parents sont des missionnaires, qu'il y a une violence comme ça qui est entretenue pour des raisons à la fois de non-mixité sociale, de tresse économique, d'apartheid, le fameux d'apartheid, de l'autre côté du périph', ce fameux mur infranchissable, cette fameuse barrière invisible qu'on va jamais pouvoir dépasser, ce plafond de verre. Là, je suis d'accord. Mais par contre, pire aujourd'hui, mieux hier, faux. Parce que moi, j'ai connu hier. J'ai connu les meurtres dans la rue. J'ai connu les Algériens qui ont tué, que les bidochons tués dans la rue. Ensuite, pour l'histoire de France, parce que les gens oublient toujours. Ça, c'est un discours malheureusement que le FN a su distiller à la population, donnant le sentiment que la France qui était blanche entre guillemets était une France qui était saine et la France d'aujourd'hui est pas bonne. Faut bien se rappeler d'un mot qui est très intéressant et qui va parler à tout le monde. Les rues coupe-gorge. Ça voulait dire quoi, coupe-gorge? Ça veut dire que comme il n'y avait pas d'éclairage dans les rues, on pouvait se faire détrousser ou égorger, coupe-gorge, égorger pour se faire voler son argent. Aujourd'hui, les gens qui sont égorgés dans la rue, il n'y en a quasiment plus. Il n'y a pratiquement plus de meurtres pour ce genre de raisons. Il y a toujours des violences, effectivement, qui sont très présentes. Qui sont dues à d'autres facteurs. Oui. Qui sont dues à d'autres facteurs, mais il n'y a plus ce caractère misère extrême sociale qui conduit à ce que des gens se fassent égorger. Donc quand on a su que des rues mal éclairées donnaient, et d'ailleurs les gens se rentraient le soir, c'était le couvre-feu à 18h, 19h, quand il n'y avait plus de lampe à pétrole, on avait peur dans la rue. Les forêts faisaient peur, c'est fini ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre des nuances dans le propos. Il y a une violence, effectivement, qui est structurelle aujourd'hui parce qu'elle est liée à des conditions économiques dégradées, à une exclusion sociale, à différents... à l'ambiance de notre société. L'ambiance générale, effectivement. Puis on voit bien que même la police, quand elle tape sur sa propre population européenne, il y a un problème. Mais les questions qui se posent par rapport à cette fameuse violence qui a été faite là-bas, c'est pas tellement le fait qu'il y ait une violence dans la rue, il y en a tout le temps. Ça s'appelle un fait divers. Un fait divers extrêmement grave dans la mesure où il y a une dimension raciste qui est intervenue, mort d'homme devant sa femme, un personnage et qu'on alimente aujourd'hui. Qu'on alimente, mais là les réseaux sociaux, ils instrumentalisent ça. Moi j'en ai parlé de l'affaire Twitter particulièrement. Adama Traoré par exemple. Bizarrement, on n'a pas beaucoup entendu l'extrême droite pour ce noir, en l'occurrence, il est bien noir, qui a été tué par des services de police, effectivement, sans doute. Gendarmerie, enfin ça revient au même, c'est toujours le bras armé d'État, qui a été tué dans des conditions particulières. Et là, bizarrement, on n'entend pas les larmes de l'extrême droite ou même des Ciotti de tous ces mouvements radicaux qui passent leur temps à vomir sur les Algériens. Parce que là, en l'occurrence, tu parlais tout à l'heure d'islamophobie. Moi, j'ai toujours considéré que l'islamophobie, c'est une façon déguisée d'attaquer une race. C'est un racisme déguisé. On les entend. Je reprends juste l'exemple que j'ai eu dernièrement avec un éditorialiste de Valeurs Actuelles qui te disait oui, mais je crois qu'il avait un casier, donc quelque part il justifiait le fait qu'il soit mort de façon à peu près acceptable parce qu'il aurait eu un passé de délinquant. Donc ça, c'est l'argument que certains peuvent mettre en avant, notamment pas des médias, des éditorialistes ou des politiciens de droite, voire d'extrême droite. Qui ont la clé des médias. Ils te disent oui, mais en fin de compte, c'était un délinquant, il avait un passif qui faisait qu'on peut accepter sa mort quelque part. Donc voilà. Amel est avec nous, messieurs. Amel, on lui fait une petite place. Elle nous appelle de Metz, c'est ça? Amel? Ah bah elle est partie, notre amie Amel. Qu'elle nous rappelle si elle le souhaite. 01 40 33 9000. En tout cas, cette violence, elle s'exprime, elle est là, elle est bien présente depuis effectivement la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on a, chez certaines personnes de la population, on a un peu de mal à accepter le fait qu'il y ait beaucoup de drapeaux dans la rue, des drapeaux d'un pays étranger, enfin pas si étranger que ça finalement, parce que l'histoire entre la France et l'Algérie est quand même extrêmement liée. Et je pense que s'il y avait eu beaucoup de drapeaux, je sais pas, je donne un exemple, sénégalais, turc ou quoi, ça aurait beaucoup moins gêné. Ou même marocain d'ailleurs, ça aurait même beaucoup moins gêné que ces drapeaux algériens. C'est ce drapeau-là qui gêne aujourd'hui, Gamal. Oui. Là, j'ai vu un truc, d'ailleurs, j'ai appris une information intéressante tout à l'heure par un ami, c'est que toute la presse, la presse média, TV radio, avait récupéré des experts de violence de rue, des experts ces fameux experts d'extrême droite là, qui vont vous parler de l'Algérie, qui vont parler de différents prismes. Toute la presse avait déjà sorti son super expert pour justifier des violences qui devaient arriver à la finale. Et manque de peau, du jour au lendemain, il n'y a rien eu parce que c'est très très bien passé, quand même des centaines de milliers de personnes dans la rue. Et bien passé. Mais très bien passé. Mais ils étaient coincés. Et ce qui se passe, ce qui est symptomatique, c'est que c'est un peu comme ce qui se passe un petit peu, mais il n'y a pas eu ce qu'ils souhaitaient. Ils ont trouvé un fait divers pour faire monter la sauce. Mais ce qui est extraordinaire, c'est pas ça, c'est qu'on se dit mince, ils avaient plus rien à dire, donc ils ont rien dit. Ils ont pas dit c'est génial, c'est bien passé, c'est festif. Non, il n'y a rien eu tout ça. Et ça rappelle le Hirak en Algérie. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que des millions de personnes
10, 15, 20 millions de personnes dans la rue. Il n'y a pas eu quasiment une ligne dans la presse sur la quantité de non-personnes. On n'en parle pas du tout. En France, il n'y a pas de fascination. Sur la presse française, oui, presse française, j'entends bien. En France, on dit pas, c'est extraordinaire. Ils sont des millions et il ne se passe rien de grave. Il n'y a pas d'accident. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Il y a une véritable omerta sur ce qui se passe là-bas. Parce que ça pose problème. L'Algérien était perçu comme quelqu'un de violent, d'insoumis. Comment ? Il y a peut-être d'autres enjeux. Pas seulement les enjeux. Il y a la perception. Non, la perception de l'Algérien. Non, mais c'est compliqué aussi. Comme il dit les enjeux, moi je suis d'accord. Oui, absolument. La France, elle est prudente et notamment le gouvernement par rapport à ce qui se passe. On sait très bien qu'il y a des accords. C'est pas dans son intérêt réel ce qui se passe. Il y a des accords officiels avec l'Algérie et il y a des accords secrets. Donc Macron n'a pas intérêt quelque part à taper sur l'Algérie et puis quelque part même nous on essaie d'être vigilants parce qu'on ne sait pas comment ça va finir cette histoire-là. Parce que quelque part le souci avec les Algériens, et pour être algérien je sais ce que c'est, le souci c'est la fierté. Le problème de la fierté, parce que tout le monde est fier de ce qu'il est, mais l'Algérien a une fierté parfois démesurée. Et qu'il faut savoir aujourd'hui mesurer, surtout quand on voit ou quand on nous attend malheureusement dans les événements qu'il y a pu avoir ces derniers jours et qui a valu certains problèmes, notamment un peu de violence. Donc l'Algérie, et après moi je suis pas un expert mais on s'interroge humainement, il y a un rapport à l'histoire entre l'Algérie et la France. Il y a un passif, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Moi le premier, comme certains le disaient, je crois même Macron justement le disait, il n'a pas vécu ces événements-là, mais il aimerait tourner la page. Mais pour tourner la page de la guerre d'Algérie, il faut en parler une bonne fois pour toutes, quitte à déplaire aux uns comme aux autres. Donc en France et en Algérie, mais se dire les choses. Moi j'aspire à ce qu'on tourne une bonne fois pour toutes la page, qu'on se dise franchement les choses. C'est surtout pour nos enfants, parce que nous on fait partie quelque part de cette génération sacrifiée qui a souffert de ces non-dits des deux côtés. Mais je pense qu'aujourd'hui Macron a intérêt aussi, je crois qu'il avait commencé avec Madame Audin quand il a quand même reconnu ce qui s'est passé. Ça c'est extraordinaire quand on suit un petit peu l'histoire de l'Algérie. Ça a été camouflé et caché par la France depuis longtemps. Une négation du meurtre, absolument. Tout à fait. Il a eu le courage de le dire, il a eu le courage d'aller voir la veuve Audin avant qu'elle décède, parce que je crois qu'elle est décédée entre temps. Donc moi je lui tire mon chapeau, je l'avais déjà dit je crois lors d'une émission par rapport à ça, c'est extrêmement important. J'aimerais qu'il aille plus loin. Mais le souci par rapport à l'Algérie, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur. C'est bien de marcher. C'est comme un peu les gilets jaunes. C'est pour ça que moi, je me suis retiré des gilets jaunes. C'est bien de marcher. Il y a un moment donné, il faut dire stop, il faut se structurer. Est-ce que tu as déjà été dans les gilets jaunes, Nadir ? Je crois qu'on est parti avec Nasser. On a reçu quelques petits projectiles. Donc, on a des souvenirs avec Nasser. C'est bien. Il vous a pas raconté quand je suis venu le chercher sur mon cheval de fer avec mon scooter dans la masse. Il vous a pas raconté cette histoire-là. T'as emmené Nadir au front ? Mais c'est bien, non, mais raconte. Effectivement, il a vu de ses propres yeux comment des péripéties. On s'est fait gazer, je suis venu le chercher dans la foule avec mon scooter. Absolument. C'est normal ça, le gazage. Ouais, mais avec le scooter c'était marrant parce que c'est part dans tous les sens. Non mais t'as raison Gamal, parce qu'au début c'était du gazage et c'était pas très c'était pas, on va dire, c'était pas très grave. On a l'habitude de ça quoi. On pleurait. C'est après qu'on a sorti les LBD, là ça devenait c'est chaud là, c'est chaud. Non mais tout ça pour dire par rapport à l'Algérie, on peut être fier de ce qui se passe, mais ça va donner quoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est compliqué l'Algérie par rapport à ce qui ne se dit pas. Ce qui ne se montre pas. Bon, on en parlera tout à l'heure, tiens, Nadir, parce que ça m'intéresse que tu sois là et je sais que tu as un regard un peu particulier sur le sujet. On va en débattre tout à l'heure avec les auditeurs. Karim est avec nous. Allô, bonjour Karim. Bonsoir. Salut Christophe, tu vas bien ? Il va bien, monsieur Karim. Vite fait deux mots. Moi, je veux dire, je suis d'accord avec Gamal Abina lorsqu'il disait que Macron, on peut le critiquer sur tous les plans, sauf sur celui du racisme, parce que c'est vrai. Et moi, je comprends pas les gens qui passent leur temps à dire que Macron est un islamophobe, parce que je vais vous dire quelque chose, moi. Si Macron n'était pas passé, si c'était Fillon, là, vous êtes 4 dans le studio. Aujourd'hui, vous y seriez pas, pour la bonne et simple raison, c'est que la radio serait fermée. Parce que Fillon, faut voir ce qu'il promettait. Hein. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que si un homme politique critique les musulmans et l'islam, se fait élire, alors que lorsqu'il les défend, il n'est pas élu, c'est de la faute de qui ? C'est pas de la faute de l'extrême droite ou des Français, c'est de la faute des gens comme moi, comme tous ceux qui s'appellent Karim, Farid, Kader, Mamadou, qui passent leur temps à ne jamais se considérer comme des citoyens. N'oubliez pas le slogan, si c'est un slogan, mais en tout cas c'est une vérité, exister, c'est exister politiquement. Moi j'habite... Malek Sayad. Non mais moi, quand je vais au bureau de vote avec ma femme, on se dit tiens on va aller au bureau de vote, après on va prendre un café juste en face, on regarde.
pendant 3/4 d'heure, on voit pas un noir et un arabe. De temps en temps, il y en a un qui passe. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Je comprends pas. Moi, ça, d'ailleurs, j'ai renoncé à comprendre. C'est un truc qui me dépasse. On est en train de nous lapider, de nous laminer, de nous charcuter à longueur de journée, antenne, radio, télé, et le mec, il s'en fout. Comme moi, je vois mes neveux, ils passent là, je leur dis, je m'emballe. Ils pensent qu'ils ne parlent que comme ça. Pour eux, ils sont convaincus que quel que soit le parti qui viendra au pouvoir, ils auront toujours les mêmes APL, le même RSA, ils auront toujours le même racisme. Pour eux, rien ne changera. Et enfin, je voudrais finir pour interpeller Gamal Abina, que je connaissais pas. J'ai été voir sur Internet. Alors, mon brave Gamal, je t'apprécie sur beaucoup de choses et je partage 95% de tes idées. Ah, le 5%, je l'attends. Il y a un truc que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu montes sur tes grands chevaux et tu as des poussées d'urticaire à chaque fois qu'on te parle du lobby sioniste. Tu nies le rôle du lobby sioniste dans l'islamophobie en France. Tu nies le rôle du lobby sioniste dans le pouvoir dans les médias. Tu nies le rôle de l'islamophobie dans la stigmatisation des musulmans. Alors je te pose une seule question. Pour qui tu travailles et qu'est-ce qu'on t'a promis en échange? J'adore. Merci Karim. Ça c'est des... attends, avant que tu répondes Gamal, franchement, il n'y a que sur France Maghreb 2 où les auditeurs peuvent poser des questions comme ça. Vous êtes coupés ailleurs. On vous laisse. Alors Gamal, moi je sais pas pour qui tu bosses, pour qui tu roules. Gamal. Moi je pose des t-shirts, donc je travaille pour moi-même. Je roule pour personne. Ensuite, pour ce qui concerne la cause, alors il y a deux choses. L'islamophobie, j'adore. L'islamophobie c'est une chose, et la deuxième chose c'est la question du lobby sioniste. Un lobby, comme l'indique son nom, c'est un groupe de pression qui se passe dans les halls. Ça veut dire ça, lobby en anglais, ça veut dire hall. Donc c'est quelqu'un qui chuchote à l'oreille du puissant. Aide-moi, fais ceci, fais cela. C'est ça le lobby. Il n'a pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est le puissant. Et je suis désolé, mais en France, le puissant, il n'est pas juif, il n'est pas sioniste, il est chrétien, catholique. Donc le puissant qui a créé, je le rappelle tout de même avec Sykes-Picot, qui a créé le partage de la région du Moyen-Orient, qui a découpé à la carte comme des tartes tous ces pays et qui a donné, à la règle absolument, et qui a donné Israël à un peuple qu'il avait massacré au préalable, c'est un chrétien français et un chrétien anglais. Sykes-Picot. Et donc, quand on me dit le lobby sioniste fait ceci, oui, le lobby sioniste influence, c'est vrai. Sauf qu'on voit le pouvoir. Comme tous les lobbies, on a même un lobby marocain ici qui est très très fort et bien organisé. Et je les en fais, oui, absolument. Ils sont très forts et je les en félicite. Et pour le coup, c'est pas une question de travail pour quelqu'un. Il faut être un peu objectif. Le créateur de la bête, si on veut parler d'une bête, puisqu'on parle du colonialisme en Palestine, c'est un Européen qui est chrétien. Ça n'est pas un juif. Le juif qui a donné un peu d'argent n'a pas créé un État. Le juif qui a donné un peu d'argent, il a profité de l'occasion pour exister. Et il l'a bien fait. Il a eu raison d'en profiter. La faiblesse des arabo-musulmans dans la région a autorisé effectivement à ce qu'il crée un foyer national juif en Palestine, et celui qui a fait et encouragé la création du foyer national juif est un type très connu qui est un antisémite notoire et qui a effectivement encouragé cette création. Il s'appelait Lord Balfour. Lord Balfour, il n'était pas juif et il était antisémite. Il a dit on fait une pierre deux coups. On contrôle la région, on met une armée sur place avec un peuple qui prétend revenir là-bas, et surtout on se débarrasse de nos juifs. Et ils l'ont fait à bon compte. Donc le juif, s'il est si puissant que ça, et c'est la question que je poserai simplement pour conclure, s'il était si puissant que ça, s'il était si efficace que ça, pourquoi est-ce que lorsqu'il va aux États-Unis, il contrôle l'Amérique, paraît-il, pourquoi ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent en quémandant depuis 25 ans, à savoir le bombardement de l'Iran? Pourquoi les Américains refusent ce que leur maître soi-disant juif sioniste leur demande? S'ils quémandent le bombardement, c'est qu'effectivement ils n'ont pas les moyens de les influencer au-delà d'un chuchotement à l'oreille. Maintenant, il nous faut des auditeurs qui demandent pour qui roule Nadir et Nasser. À tout de suite sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. Vous êtes observateur et ça c'est bien. Maghreb 2, France Maghreb. Le LGF, le grand forum avec aujourd'hui Nadir Kaya de l'association Banlieue Plus. Comment elle va l'asso d'ailleurs? Elle est en vacances principalement. Bon, grand militant parmi les militants, monsieur Gamal Abina. Comment il va, monsieur Gamal? Ça va très bien. Pas plus militant que notre ami Nadir. Non. Ah, la vérité. Ah ouais? Ah ouais, il bosse sur le terrain. Nasser Lajeli, lui aussi militant et peut-être futur maire d'une grande ville. Inch'Allah. N'est-ce pas, Nasser? Comme dirait Ciotti, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vous propose d'accueillir notre auditrice Amel que nous avions perdue tout à l'heure mais qui est restée patiente. Elle est là, elle nous attend, elle nous appelle de Metz. Bonjour Amel. Bonjour à tous, bonjour Nadir, bonjour Gamal et bonjour Nasser, je crois. Et bonjour Christophe. Bravo Amel, bravo. J'ai tout juste. Oui, donc je rappelle, parce qu'en fait j'avais déjà appelé hier, mais bon, je crois que je commence à prendre mes habitudes à France Maghreb. Bonne habitude Amel, ne changez rien. Voilà.
permet effectivement malgré tout de nous exprimer, puisque c'est assez rare. Et c'était pour répondre à la question, en fait, par rapport à la question du jour, qui me semble était est-ce que la France a alors, si tu veux bien, je te la repose complètement dans son intitulé complète. Fake news, comportements et déclarations racistes à l'encontre des Algériens se sont multipliés ces dernières semaines. Doit-on y voir la rancune des perdants de la guerre d'Algérie? C'est ça la question, Amel. Voilà, la réponse est clairement oui. Il y a un réel problème avec l'histoire de la colonie algérienne, tout simplement. Il y a un gros souci. D'ailleurs, on l'a vu avec la CAN. Au moindre problème, en fait, au moindre souci, au moindre fait divers, on nous l'a collé. On nous l'a collé avec ce pauvre monsieur qui a son âme, Monsieur Barry. Voilà, exactement, c'est à son âme. Où il y a eu encore, effectivement, c'était déjà la faute d'un Algérien, alors qu'on n'avait même pas interpellé la personne. Ils étaient déjà tous en train de cracher leur venin, leur haine, enfin tout ce qu'on veut, que ce soit d'ailleurs sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux. Ils passent leur temps à ça. Comment elle s'appelle d'ailleurs, l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, elle passe à chaque fois sur CNews, à chaque fois que d'ailleurs elle passe, soit c'est sur les Algériens, soit c'est sur soit c'est sur les musulmans. C'était elle qui avait dit d'ailleurs sur les musulmans, enfin vous savez quand on faisait la prière et qu'on se tapait la tête contre le mur, je sais plus comment elle s'appelle cette bonne dame là, c'est un professeur d'ailleurs, elle est enseignante. C'est pas non, c'est pas Habitant, c'est Barbara Lefebvre, non? Ouais, Barbara Lefebvre, je crois, c'est ça son nom. Ouais. Elle est chroniqueuse d'ailleurs dans les grandes gueules, ils ont fait une sacrée recrue. Ouais. Voilà, elle est intervenue exactement dans les grandes gueules, elle est chroniqueuse et en fait elle a commencé à cracher son venin alors qu'on avait interpellé personne. Bref, franchement oui, il y a un gros problème. Oui, elle l'a affirmé d'ailleurs. Alors ce qui était marrant, c'est qu'elle l'a affirmé hier matin et au même moment, il y a la dépêche qui tombe comme quoi il s'agit d'un franco-turc. Elle était dans la merde. C'est ça. Et depuis d'ailleurs, je sais pas si, moi je regarde pas souvent la télé, je suis plus sur les réseaux sociaux, mais je sais pas si depuis d'ailleurs elle a dû forcément se faire toute petite, on doit plus la voir maintenant. Parce que c'est souvent ça qu'elle reviendra à la prochaine affaire. Vous inquiétez pas, elle va vite rebondir. Voilà, exactement. Donc oui, totalement, il y a un gros problème avec de toute façon, il y a un problème avec les musulmans, il y a un problème avec les Algériens, il y a un problème avec cette génération, enfin tous ces enfants entre guillemets français, citoyens français, mais qui ont une origine. De surcroît, là, ça a été les Algériens parce qu'il y a aussi une histoire, faut être clair, cette histoire n'a toujours pas été digérée. Les Pieds Noirs n'ont toujours pas digéré, visiblement, les Ménards, tout le team, là. On l'a encore vu tout le long de la CAN, moi je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était assez surréaliste. On a vu la vidéo de Ménard en train d'arracher le téléphone du jeune parce qu'ils étaient en train de fêter la CAN alors qu'ils faisaient rien d'autre que de fêter le match qui avait été gagné par l'équipe algérienne. Et donc, en gros, c'est un mélange de tout. En fait, les Algériens, les musulmans, c'est tout un pataquès. Sauf que là, en fait, c'est les Algériens qui ont pris le relais depuis, en fait, l'histoire de la CAN. Et puis là, on va repartir à nouveau sur les musulmans. Enfin bref, c'est un sujet apparemment qui est très vendeur. Et en réalité, je rejoins juste Nadir Kaya qui disait qu'effectivement, il fallait, une fois pour toutes, peut-être s'organiser pour se défendre, quoi. Parce qu'en fait, ça fait 20 ans qu'on dit ça. Ouais, je sais. Le problème, c'est qu'en fait, on répète tout. En fait, on est toujours dans l'émotion, systématiquement dans l'émotion. On est toujours en train de dire, waouh, ouais, c'est pas normal, oui, on se fait insulter, oui, machin. À longueur de temps, c'est comme ça, ça rentre crescendo. Mais le problème, c'est qu'il se passe rien, quoi, en fait. On continue encore plus, je trouve, à nous cracher dessus et à déverser sa haine. Et je me demande, j'espère en tout cas qu'un jour, effectivement, on arrivera à s'organiser, à se défendre comme d'autres communautés. J'ai pas envie de la citer, mais si, parce que au final, je trouve et j'ai rien contre d'ailleurs, ils se défendent très bien, la communauté juive. Dès lors qu'on parle qu'il se passe un truc, ils savent très bien défendre leur communauté et ils ont bien raison. Et en l'occurrence, quand il s'agit de nous, il se passe rien à part insulter. La preuve maintenant, moi, par contre, je voudrais réagir. Alors, Nasser, vas-y. Ouais, je voudrais juste réagir par rapport à ce qui est dit sur la question de l'organisation. T'as raison, Christophe, quand tu dis ça fait 20 ans qu'on parle de ça, c'est une réalité. Moi, si, c'est une réalité. On peut dire ce qu'on veut là-dessus. Moi, ça fait plusieurs années qu'on milite, et tu le sais comme moi, Nadir, qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de monde qui commence à désespérer, qui s'engage plus.
Donc au début, ils étaient très engagés. Aujourd'hui, on en voit de moins en moins. Et c'est le constat qu'on fait. Et par contre, pour revenir sur la question de la polémique qui s'est lancée sur les Algériens qui ont tabassé Mamoudou Barry, c'est ça ? Oui. Donc voilà. Après, ça c'est un point effectivement de fake news et qu'il faut dénoncer et avec aucune difficulté et sans souci. Par contre, il y a un truc qu'il ne faut surtout pas négliger, et ça je vous le dis en toute honnêteté, au-delà du football, au-delà de tous ces problèmes-là, on a un gros problème aussi chez les Maghrébins, on peut dire ce qu'on veut, il y a un problème de racisme chez les Maghrébins. Et je parle Maghrébins et comme chez les Noirs. Donc aujourd'hui, on a des divisions qui se créent, et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je le vois au quotidien, je discute avec des gens, et on a un gros problème là-dessus. Il faudra aussi l'aborder. Je ne dis pas que c'est une majorité, mais la minorité prend le dessus quand on voit ce qui se passe dans notre société. Et là, il faut absolument que nous, on prenne le dessus là-dessus et essayer de régler ce problème de racisme qui existe réellement. Il y a du racisme chez les Maghrébins, Gaban ? Oui, le problème de ce racisme-là, c'est même près du micro, mon Gaban. C'est même pas un racisme comme on l'entend ici, le rapport dominant-dominé, style on est supérieur. Ouais. Le problème, c'est pire encore chez nous, parce que si c'est un racisme de rapport de race supérieure, notre race est supérieure à la vôtre, bon, on peut discuter. L'Algérie, il n'y a pas de race blanche, c'est une coloration de toutes les couleurs. Donc, et c'est comme le Tunisie d'ailleurs, le Maroc, et le Maroc a plus forte raison d'ailleurs. Le problème qui se pose, c'est là où j'ai honte de ceux qui ont des propos racistes dans notre communauté, c'est qu'ils sont tellement bêtes qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne font que répondre à une injonction de l'occidental qui dit nous sommes supérieurs à vous, vous êtes quoi ? Et ils se positionnent par rapport à cette infériorisation et ils disent nous on est un peu meilleur que le noir. C'est-à-dire que c'est même pas pour dire on est supérieur au noir, c'est on est moins inférieur que vous. Donc si cette réponse est une réponse de rapport de race supérieure à l'inférieur et que la couleur de la peau nous dévalorise, moi j'ai envie de dire mais encore heureux qu'il n'y a pas ce racisme structurel en Algérie, parce qu'on n'aurait pas de sauveurs pour l'équipe nationale dans les cages. Je parle de Res Mboli. On n'aurait pas de grands créateurs, d'écrivains. En équipe de France, bien évidemment. On n'aurait pas toute cette qualité extraordinaire qui fait notre diversité et notre force. Ensuite, je rappelle quand même à titre informatif, et ça je suis catégorique, autant on peut critiquer certaines dérives de certains petits imbéciles et crétins qui croient que parce qu'ils ont une couleur de peau moins sombre, je dis pas blanche, moins sombre, effectivement, ils seraient supérieur à des noirs, parce que je rappelle qu'on est tous africains. Et la deuxième chose, je rappelle tout de même que historiquement, et c'est ça où j'invective la partie radicale noire qui pense que les Arabes doivent dégager d'Afrique, qui pense qu'on est des racistes par essence, qui pense qu'on aurait inventé l'esclavage racialisé, ce qui est un mensonge véhiculé par l'occidental pour se dédouaner de son crime de 400 ans, je le rappelle. Je rappelle tout de même que l'Algérie a accueilli les Black Panthers, c'est le seul pays africain qui l'ait fait. L'Algérie a soutenu bec et ongle jusqu'au bout l'Afrique du Sud pour son indépendance contre le régime raciste blanc de l'apartheid. L'Algérie a été le seul pays au monde à avoir reconnu évidemment tout de suite la libération des pays noirs africains et s'est battu jusqu'au bout en se libérant en 62 après tous les autres pays africains parce qu'elle a initié le combat en 54. Les pays africains ont bénéficié et je parle au sens large africain, Tunisie, Maroc, Mauritanie, tous les pays qui étaient colonisés par la France ont bénéficié du combat algérien. Donc aujourd'hui, le combat dans l'Algérie doit se faire à l'éducation du peuple, leur dire vous ne pouvez pas trahir ce que vos pères ont construit pour créer une Afrique indépendante. Vous ne pouvez pas trahir ça pour des raisons bassement de complexe de monsieur supérieur à quelqu'un de plus inférieur parce qu'il croit que le dominant va le reconnaître comme étant son égal. On n'est pas l'égal du blanc, on est l'égal de son frère africain, tout simplement. Nadir, quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, c'est très bien expliqué, mais moi j'ai la dimension spirituelle. Moi, en tant que musulman, la seule race, c'est la race humaine. Et Dieu nous rappelle que seuls les actes seront pris en compte. Absolument. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans les débats de couleurs. Pour moi, ça n'existe pas dans ce sens-là. Donc à partir de là, ce qui m'intéresse, même au niveau associatif, comme le disait Nasser, c'est les actes, les actions. Après qu'il y ait des débats sur existe-t-il du racisme en banlieue ou chez les Maghrébins, mais évidemment qu'il y a du racisme partout. Là où il y a des hommes, il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a de l'extraordinaire comme il y a de l'abominable. Il y a de tout. Dieu nous le rappelle, il a créé l'homme faible. Donc à partir de ses faiblesses, tout est possible. Mais à l'inverse, il peut y avoir des choses extraordinaires. Ouais. Et tout à l'heure, le monsieur, je sais plus son nom, l'auditeur qui faisait une description assez intéressante de Gamal, nous parlait de vivre politiquement. Ouais. Je suis d'accord, mais moi, pour vivre politiquement,
on est encore dans le terre à terre. Et l'être humain, il a besoin de ces deux aspects, le terre à terre, mais aussi le côté spirituel. Et c'est ce qui manque aujourd'hui au monde de façon générale, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de conflits, parce que les gens sont en perte des vrais repères, qui sont aussi le côté spirituel et le côté divin. Après, c'est un débat qu'on peut avoir avec certaines personnes, mais moi je rappellerai notamment à tous ces jeunes de banlieue qui sont africains, maghrébins, peu importe, mais qui sont soi-disant musulmans, de chercher à connaître un peu mieux leur religion avant de rentrer dans des conflits comme ça qui n'aboutissent à rien. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Ils sont musulmans, on peut pas dire soi-disant. Non, ils sont parce que non, je dis soi-disant parce que sans être méchant. Mauvais comportement. Quand on est musulman, bien sûr qu'on sera jamais parfait, mais après il y a un travail à faire sur soi-même. Donc on peut pas dire je suis musulman. Oui, c'est le comportement, comme ça, tout ce qui est bien sûr, c'est l'image qu'il donne. Moi, j'ai envie de dire par rapport au caractère spirituel, puisque là tu as abordé la question, effectivement elle n'est pas anodine. Je ne veux même pas prendre l'exemple de Bilal qui a été appelé parce qu'il était noir, c'est pas vrai, il a été appelé parce qu'il avait une belle voix. Il faut être très clair. Parmi tous ces esclaves, c'est lui qui avait le plus belle voix. Voilà, donc c'est vraiment la raison. Donc on va pas justifier de ça. En revanche, Dieu dit dans le Coran, et c'est pas moi qui le dis, il dit je vous ai créé différents pour que vous vous rencontriez. Ça signifie que cette différence non seulement n'est pas des peuples différents. Donc la race humaine, il parle de race humaine, donc avant les biologistes quand même, faut pas le perdre de vue. Il y a des espèces différentes dans la même race pour que vous vous rencontriez. C'est ce qui fait la richesse de nos peuples. Et malheureusement aujourd'hui en Afrique, on est en train de tourner le dos à cette tradition extraordinaire qu'est la tradition islamique. Vous voyez, Amel, franchement, on n'a rien à envier aux grandes chaînes d'infos avec leurs pseudo-spécialistes. Nous, ils sont là tous les jours sur France Maghreb 2, nos chroniqueurs, quand même. Ouais, complètement. Je suis d'accord un peu avec tout ce qu'ils sont en train de dire les uns comme les autres. Et effectivement, on n'a rien à leur envier. Bien au contraire. Et puis, continuer comme ça en tout état de cause parce que c'est en tout cas une des seules radios que j'écoute tous les jours en sortant du travail et qui est fort intéressante pour nous parce qu'on nous donne aucunement la parole et c'est des sujets divers et variés qui sont fort intéressants. Merci Amel et rentrez bien à la maison. Merci beaucoup. Merci, au revoir Amel. Du côté de Metz, voilà, 01 40 33 9000 ici, on vous donne vraiment la parole. Vous l'avez compris, je pense que ça fait des années maintenant. Avec aujourd'hui autour de cette table Nadir Kaya, Gamal Abina et Nasser Lajili. Pour évoquer évidemment cette violence qui s'exprime, violence verbale. Mais quand même, cela conduit quand même, et je rappelle quand même que ça a fait l'objet d'un rapport parlementaire et au-delà d'une commission parlementaire au mois de juin avec El Guirab, le député El Guirab, qui a interpellé Castaner sur le fait qu'il faudrait peut-être se soucier quand même des problèmes ou des violences islamophobes qui émergent et qui émanent plutôt des milices d'extrême droite. On en parlait hier. Ces milices d'extrême droite qui sont connues, recensées, qui seraient à peu près entre 800 et 900, très violents. D'accord, on les a vus encore le soir de la finale de la coupe de la CAN, dégager sale bougnoule. Voilà ce que disaient ces énergumènes. Et Castaner, oui, dit c'est inquiétant. Castaner prend le problème à bras le corps visiblement et commence à être inquiet. Gamal, tu connais un peu quand même ces milices d'extrême droite. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter franchement? Alors, le caractère violent aujourd'hui de l'extrême droite est beaucoup moins important que dans les années 80. Dans les années 80, vraiment, c'était violent parce que nous, on était à côté d'un foyer skin et ça tapait sévèrement. Il y avait quand même des blessés récurrents. Et là, pour le coup, il faut être très clair, ce sont les Black Panthers, les requins vicieux, les requins juniors, tous les mouvements un petit peu néo-Black Panthers en France qui ont nettoyé les rues. Donc on leur doit vraiment ça. Nous on a accompagné le mouvement, mais c'est eux qui ont pris le nettoyage des rues de tout ce qu'on appelait les skinheads. Aujourd'hui, ce sont les courants identitaires qui commencent à se radicaliser un peu plus. Qui font du mal quand même. Je rappelle que l'auteur de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande a quand même s'est radicalisé ici en écoutant. Le problème c'est que la France est un laboratoire. L'extrême droite. C'est un laboratoire d'idées. Il faut jamais oublier un truc parce que moi je comprenais pas pendant des années, j'ai jamais compris pourquoi on parlait autant de la Révolution française comme étant une sorte d'onde de choc mondiale. Et en vérité c'est vrai que la Révolution française était une onde de choc parce qu'elle a véhiculé des idées nouvelles qui n'existaient pas avant. Avant c'est le roi, le peuple. Et ils ont dit non, il n'y a pas le roi, le peuple, il y a l'homme avant tout. Donc à partir du moment où ils ont été un laboratoire pour ça, ils sont un laboratoire pour tout. Ouais. L'islamophobie, pour les questions de l'exclusion, pour les questions de la laïcité, pour l'exclusion de la séparation de l'Église et de l'État, pour tout un tas de questions comme celle-là sont évoquées pour un laboratoire français qui effectivement devient dangereux. Les banlieues, absolument. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que ce laboratoire est aussi un exemple pour les radicaux, pour l'extrême droite. Quand le gars de Christchurch va assassiner, je rappelle, Christchurch, la traduction, ça veut dire l'église du Christ. C'est pas par hasard qu'il va là-bas. Il va pas ailleurs, il va dans l'église du Christ, dans la ville de l'église du Christ. Quand il va assassiner des musulmans en prière, ça rappelle d'autres assassinats, mais surtout ça rappelle le fait que ce suprémacisme blanc qui a existé dans les années 30-40 avec les mouvements nazis, particulièrement en Allemagne, est de retour.
Et effectivement, il faut s'inquiéter de ça, parce qu'aujourd'hui, avant, il y avait des violences dans la rue de skinhead, mais c'était du racisme basique. Aujourd'hui, c'est un racisme qui est accompagné d'une idéologie violente, donc structurée. Et quand il y a idéologie, il y a donc politique. Il y a donc recrutement de gens qui vont être convaincus et qui vont aller très loin dans la violence. Ouais. Donc effectivement, les prémices de cette violence se font jour aujourd'hui. Très bien, on accueille Salim qui est avec nous, nous appelle de Orléans, 102.6 la fréquence pour nous écouter. Bonjour Salim. Salut Salim, on t'écoute. Ouais, du coup je voulais intervenir, je voulais juste compléter en fait par rapport à ce qui était dit. Concrètement, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que on a fait un buzz en fait à partir de cette information-là. Bon, Mamoudou là qui est décédé, effectivement, et c'est dramatique. Hein, mes condoléances à sa famille évidemment et à ses proches. Et du coup, c'est vrai que là-dessus ils sont tout de suite enflammés en disant que c'était un Algérien. Et on est parti d'une anecdote et on en a fait toute une théorie en disant aujourd'hui même j'ai entendu sur RMC qui dit qu'en fait c'était les musulmans, c'était des relents en fait de musulmans esclavagistes en fait qu'on avait presque dans nos gènes et qui disaient qu'en fait on avait une haine du noir, qu'on a créé la traite des nègres. Voilà, en fait aujourd'hui j'ai entendu ça dans les informations et le problème c'est que ça reste dans la conscience collective. Quand bien même aujourd'hui l'information elle a été démentie, on dit que c'est un franco-turc. Qu'est-ce que ça peut changer? Que ce soit un franco-turc ou même un chinois, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a un meurtre qui a été commis, peu importe par qui, c'est un crime raciste. Bon, aujourd'hui, on peut encore mettre ça en question, c'est pas encore, ça n'a pas été jugé, donc j'ai envie de dire, on peut pas préempter le jugement, mais aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que l'inconscient collectif va retenir qu'il y a un crime qui a été commis par un Algérien. Et je suis persuadé que dans plusieurs années, c'est tout ce qu'ils vont retenir aujourd'hui. Et en plus, le côté anecdotique de la situation où on en crée un théorème, bah, c'est ce qui me gêne aujourd'hui. Et c'est ce qui se crée aujourd'hui dans la société. Et c'est ce qui crée un climat aujourd'hui délétère et qui va même créer des tensions entre les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis franco-marocain, mais je suis français. Je suis né en France. Je connais plus la culture française que la culture marocaine. Même si aujourd'hui, mes parents m'ont inculqué la culture marocaine, mais aujourd'hui, je suis un étranger pour les Marocains. Donc, j'ai envie de dire, les relents aujourd'hui qui sont en train de créer dans cette société-là, de division, ben, ça se crée aujourd'hui insidieusement. Et j'ai envie de dire, depuis plusieurs années, ben, maintenant, c'est ce qui crée un climat délétère. Est-ce que ça va changer? Ben, j'ai peur que ça empire, en fait. Moi, j'ai peur que ça empire. Merci, Salim, pour cette belle réflexion. Je ne sais pas si un de vous trois souhaite lui répondre à Salim. Compléter ce qui a été dit. Barbara Lefebvre ce matin, parce qu'elle essaie de trouver un moyen pour rebondir, effectivement, pour se s'arc-bouter dans sa position imbécile, a dit c'est pas un maghrébin, c'est vrai, c'est un musulman. Voilà, donc à chaque fois il va y avoir une essentialisation pour essayer de justifier d'une erreur de sa part. Au lieu de me demander simplement pardon, j'étais bête, j'ai accusé à tort, elle préfère continuer à se maintenir en trouvant un lien. Ouais. Et s'il n'est pas musulman, le mec, et qu'on apprend qu'il est de religion orthodoxe, elle va dire ouais, mais c'est quand même un oriental. Puis s'il n'est pas oriental, elle va dire bah c'est quand même un être humain. On va aller loin comme ça dans l'accusif pour essayer de. Il n'y a pas un moment où on peut la faire taire. Je veux dire, on lui coupe le micro, on arrête de l'inviter, quoi. Je veux dire, c'est stupide. Moi, Christophe, si je peux me permettre, comme je t'ai dit, maintenant c'est une logique politico-médiatique qui est comme ça aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, je le rappelais, c'est que on pourra le combattre que sur deux aspects. Alors pardon Nadir, excuse-moi de te couper parce que c'est vrai que ça peut être très mal interprété ce que je dis. Quand je dis la faire taire, c'est évidemment d'arrêter de l'inviter sur les plateaux. Attention, n'allez pas me prêter. Non, après, moi je suis pas pour qu'on interdise aux gens les oreilles très mal intentionnées qui peuvent déformer mes propos. Donc c'est pour ça que je préfère préciser. Non, ce qui est intéressant par rapport à ces individus-là, c'est de leur mettre en face des personnes qui soient capables de leur. Voilà. C'est ça. Il est là le souci avec les médias, c'est qu'il n'y a pas d'objectivité. C'est-à-dire qu'ils sont dans une ligne éditorialiste à chaque fois, éditoriale. Quand on fait un débat, on prend des personnes qui vont taper dans un sens, mais on évite de nuancer en invitant des gens qui peuvent répondre à ça. Oui, c'est ce qui se passe depuis longtemps, notamment avec les GG ou d'autres émissions. C'est que quand il y a des soucis en rapport avec des musulmans, la banlieue, on fait venir des gens qui ont une telle haine de ces gens-là, qui monopolisent la parole et qui vont que dans un sens. C'est très difficile et j'en suis la preuve avec certains. Quand on essaie de frapper aux portes des médias pour leur dire écoutez, nous aussi on a des choses à dire, même si ça peut déranger, mais ça peut être intéressant d'un point de vue instructif, notamment par rapport aux Français. Ça permettrait d'avoir une autre image de celle qu'on véhicule. Mais quand tu comprends le jeu des médias, ils n'ont pas intérêt à t'inviter. Ou alors s'ils t'invitent, comme moi quand je le suis dernièrement chez LCI, on m'a invité par rapport à la finale, mais aussi à d'éventuels débordements. Et je leur ai mis une couche pendant l'émission, parce que l'émission a duré 2 heures, 2 heures et demie. Et il y avait également un éditorialiste de Valeurs Actuelles qui était là. Et on a fait le lien avec l'Algérie, on a fait le lien aussi l'affaire Adama Traoré. Il y a des choses que lui-même ne comprenait pas ou ne connaissait pas réellement, mais ça
démontre aujourd'hui qu'il y a des choses qui manquent aux Français, c'est-à-dire c'est le fait de discuter, dialoguer. Mais le problème des médias, c'est qu'ils ne donnent pas cette opportunité-là. Mais il n'y a plus de dialogue, ça les intéresse pas, Nadir. Par contre, non, mais le dialogue, Nasser, si je peux me permettre, le dialogue, on peut le créer, on peut l'imposer, mais c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait par un rapport de force intelligent. Oui, mais quand eux nous renvoient à l'aspect communautaire, notamment pour les Algériens, même si on est l'une des communautés les plus importantes de France, mais paradoxalement on est la moins organisée. Bien sûr. Parce que quand on dit vous êtes communautaire, je veux bien, mais moi quand tu regardes un peu la définition d'une communauté, c'est une communauté qui est regroupée par rapport à des individus, par rapport à une ethnie, par rapport à des raisons bien particulières, mais qui est aussi structurée. Et c'est pas le cas de la communauté algérienne et encore moins de la communauté musulmane. Donc on nous renvoie à ces images-là parce que c'est des images qui font peur aux Français. On fait croire qu'ils sont organisés. C'est à l'envers. C'est pas le cas de la communauté musulmane et encore moins algérienne. Parce qu'il y a des musulmans structurés comme les Turcs. Oui, bien sûr. C'est pour ça que vraiment c'est moins algérienne. Oui, tout à fait. Et même d'autres en Seine-Saint-Denis, tu vas avoir des Pakistanais ou les Maliens qui sont très organisés. Comme disait Kerry James, on refuse que le meilleur d'entre nous soit pakistanais. Malheureusement. Non, mais il y a un truc, Christophe, excuse-moi. L'auditeur a dit un truc important et c'est vrai, c'est important de le soulever. C'est qu'on constate qu'aujourd'hui, on a des médias qui annoncent des informations qui sont complètement des fake news. On est dans la course à l'info, messieurs. Absolument. Et en gros, c'est qu'il n'y a aucun démenti qui se fait. Ouais. Donc, dans la tête des Français aujourd'hui, on sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré, on va prendre l'exemple de Montpellier, qui a foncé sur une famille, la maman est décédée et il y a des gens qui sont dans des états difficiles, et on constate qu'aujourd'hui que l'affaire est complètement différente. C'est une personne qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout algérien et qui n'a rien à voir avec les supporters algériens. Vous savez ce qui fait le plus de mal ? Cette information-là, c'est les bandeaux. Vous savez, quand les bandeaux à la télé, sur les chaînes d'infos, on continue. Vous allumez votre info, à la télé, vous ne l'écoutez pas forcément. Par contre, vous lisez. Et vous voyez, de la manière dont c'est écrit. Faites attention, à partir de demain, vous allez voir comment c'est écrit. Et c'est écrit de telle manière à ce que ça rentre. Oui, dans l'esprit des gens. Dans l'esprit des gens. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est le format qui se prête à ça. La communication, tu es obligé de faire de façon brève. Non, mais d'accord, j'ai pas dit qu'ils ont tort. Il faut marquer, donc tu fais des phrases bien. Un moyen de marquer les esprits. C'est aussi subliminal parce qu'il y a un retour de bandeau permanent qui fait que tu sais, tout à l'heure, on parlait d'un truc, on parlait de lobby. Oui. Et je pense que ça, c'est important. Il faudrait qu'il y ait un lobby qui se crée en France. On peut dire ce qu'on veut, hein. C'est ce qui fera notre force. Je pense réellement qu'il n'y a que ça qui fera notre force. Absolument pas. Non, mais tellement l'état de la communauté, comment on peut l'appeler d'ailleurs, est dans un état lamentable. Que pour moi, ce qui est bien, c'est qu'ils s'entraînent. Alors, quelle communauté ? Oui, non, mais je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ne serait-ce que la franco-maghrébine déjà. Vas-y. Oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas une communauté. Elle est pas du tout. Non, elle est pas structurée. Il y a rien. C'est ce que je te dis. Elle est pas structurée. On n'arrête pas de dire il faut. Sauf que là, aujourd'hui, il faut être concret, les gars. Il faut être concret. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, c'est pas de mal à veille que ça va s'organiser. Tu sais, tout ce qui se passe aujourd'hui ne fait que alimenter le communautarisme. Et c'est ce qui va se faire. C'est le piège dans lequel on est tombé. Mais non, c'est pas un piège pour moi. C'est pas un piège. Parce que le communautarisme n'existe pas réellement. Mais par contre, les gens vont s'auto-organiser et vont faire en sorte de ne plus passer par le système qui est mis en place. C'est ce qui va se passer. Quand on voit il y a des femmes voilées qui n'ont pas le droit d'aller à la piscine, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des piscines privées qui vont s'organiser et qui vont être. Ça existe déjà. Mais c'est pour ça que je dis tout simplement ce qui sont en train de mener les restaurants, toutes les polémiques, Decathlon. On n'ira plus acheter chez Decathlon. On va créer quelque chose spécialement pour les musulmans et ça va ça va tout simplement renforcer la communauté musulmane. Il y a deux choses quand même qu'il ne faut pas perdre. Les deux choses de Gamal Abina sont juste après la pub, ainsi que notre auditeur qui nous attend dans un instant sur France Maghreb 2. Que va nous dire Gamal Abina ? Bien, restez avec nous. Vous le saurez dans un instant, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, on est là. Et messieurs, je viens quand même de recevoir des messages assez incroyables. Mon fils qui me dit je suis dans le RERD et on écoute France Maghreb 2 à fond, ça me fait bizarre, c'est comme si papa était dans le wagon. Écoutez, merci, mettez France Maghreb 2 à fond partout dans les RERD, ligne 13. sur la ligne 13, dans les bus. Je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs de bus qui nous écoutent à fond à cette heure-ci. Bravo, faites passer le message et cette émission est ouverte à tous, tout le monde. On ne regarde pas votre couleur de peau, votre religion, on s'en tape. L'essentiel, c'est ce que vous avez à nous dire. À l'image de notre auditeur qui nous attend impatiemment depuis tout à l'heure. Kamel, salut Kamel. Salut tout le monde, salut l'équipe, salut Christophe. Salut Kamel, il nous appelle d'où Kamel ? Nancy. Ah Nancy, très bien Nancy. Combien affiche le thermomètre de la voiture ? Moi j'aime bien savoir. Il n'y a pas de thermomètre.
D'accord, c'est quoi ta voiture? C'est quoi ta voiture? C'est un Ariouille? Non, c'est un véhicule de livraison, c'est un Renault Master, il est neuf, mais il n'y a pas de thermomètre. Non, d'accord, ok. Attends, à moins que je fasse défiler, mais... C'est pas grave, allez, c'est pas grave, c'est pas pour ça que tu nous appelais, mon cher Kamel, on t'écoute. 39 les gars. 39 degrés, ah ouais, c'est 39. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Bon courage. Bon. On nous annonce 42 degrés jeudi. Hein. Jeudi 42, il paraît que ça va morfler. C'est chaud. Hein. Et de gros orages en fin de semaine. Bon, Kamel, tu nous appelles pas pour parler de météo, hein, je suppose. Ah non. Je suis pas Catherine Laborde. Alors, on t'écoute, Kamel. Ouais, le problème, c'est que, par les temps qui courent, j'ai remarqué que les gens qui font attention, qui parlent de couleur de peau ou de religion ou autre, en fait, c'est des gens qui, après, c'est un constat que je fais, mais sur plusieurs personnes, hein, que j'ai, à travers mon métier, rencontré. J'ai constaté que les gens qui parlent de couleur de peau ou autre, c'est des gens qui ont, en gros, jamais fait d'études, qui sont sortis du CE2 ou du collège. Et donc, qui parlent de couleur, de religion ou autre, alors que les gens qui sont instruits, qui sont au minimum, qui ont au minimum mis les pieds dans une université ou autre, après, je prends pas ça pour une généralité, mais la plupart sont compréhensifs entre guillemets, et donc parlent d'une culture ou d'un pays ou d'une communauté comme si c'était une chose normale. Ouais, j'ai compris. Donc il y en a beaucoup alors à l'Assemblée nationale. Ouais. Après, il y en a aussi qui font des longues études et qui racontent des inepties absolument incroyables. Bien sûr. Qui sont avocats. Oui, qui sont avocats. Avocate, je dis. Avocate ou avocat aussi. Non, je parle sur le pencast, avocate. Ah oui, philosophe. Oui, philosophe aussi. Ouais, mais à l'Assemblée nationale, on est d'accord qu'ils sont pas tous sortis de Polytechnique. Faut pas être à Polytechnique pour être intelligent. Hein. Oui, ça c'est sûr. Bah, merci mon Kamel pour ta constatation en tout cas et bon courage. Hein. J'espère qu'il y a la clim dans ton master Renault là. Hein. Ah heureusement parce que sinon je fous. Hein. Mais, c'est clair. Mais vu que j'ai des origines algériennes, je suis comme un chameau, j'ai une bosse. Excellent, merci Kamel. Et je voulais juste dire mon petit truc de tout à l'heure. Dromadaire alors. Bon, les gars, il faut qu'on parle d'un truc parce que je viens de voir un truc là. Notre ami Sofiane Lakdari, toujours en pointe sur l'Algérie, vient de nous envoyer un article très intéressant. La France est pour une élection le plus rapidement possible, une élection présidentielle en Algérie. La France est vraiment très mal par cette instabilité qui règne en ce moment. Elle est pour visiblement une élection le plus rapidement possible. Vous comprenez l'inquiétude de la France? On en reparle dans un instant. Bougez pas. Sûr. Vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour l'heure un petit zapping sorti des fagots. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord. Maintenant, moi très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors, ouais, excellent. Alors, dans mon petit zapping, j'ai 2 extraits aujourd'hui. J'ai du Jamel Belmadi, ça c'est, on garde le meilleur pour la fin. Mais on va commencer par du Marlène Schiappa, qui était l'invitée d'RMC hier. Elle s'est offusquée des propos racistes à l'encontre de la porte-parole du gouvernement. Écoutez. En effet, le fait de dire que par exemple une personne serait riche et aurait beaucoup d'argent parce qu'elle est juive, ou de dire que parce qu'une personne est corse elle serait paresseuse par exemple, ou parce qu'elle serait on vous a déjà dit ça on vous a dit que vous étiez paresseuse? Non, on me l'a jamais dit à moi parce que je suis pas dans cet ordre-là, mais effectivement ce sont des choses qu'on entend, dire que les Arabes sont voleurs, dire que les Africains sont habillés comme dans un cirque. Oui, je crois que ce sont des paroles qui sont profondément racistes. On a le droit de porter comme une critique sur la tenue vestimentaire d'une ministre ou d'un ministre? Bien sûr, mais pourquoi rappeler qu'elle est d'origine sénégalaise, et pourquoi rappeler qu'elle a eu la nationalité française il y a 3 ans, collée à cette critique-là? C'est comme pour le sexisme, on a le droit d'être en désaccord avec des femmes politiques, on a le droit de les critiquer, on a le droit de débattre. Accoler cela forcément à l'origine ou au genre, ou essentialiser une personne de la sorte, je crois que ça n'est pas souhaitable. On connaît bien les questions de discrimination. En accolant sénégalaise à côté, c'est ça le problème. Si vous voulez là, mais déjà là, je trouve ça un peu hallucinant, mais qu'on soit dans un débat pour savoir si c'est saillant ou pas saillant. Pour moi, on peut avoir un débat de fond sur on peut être en accord ou en désaccord avec la politique du gouvernement dont Sibeth Ndiaye porte la parole, qu'on ait un débat pour savoir si elle est mieux en robe ou en pantalon, si elle est mieux avec des tresses ou les cheveux lâchés. Je trouve ça un peu hallucinant. Et d'ailleurs, on l'a jamais sur les hommes, pardonnez-moi.
pardonnez-moi, hein, je ne veux pas faire la féministe de service. Non, c'est pas vrai. Des hommes, c'est le costume. Non, pardon, voilà. C'est faux. Vous avez eu énormément d'événements politiques dans lesquels vous aviez, par exemple, des responsables politiques, des ministres importants qui étaient en jean, qui étaient avec des chemisettes courtes, etc., etc. On n'a jamais eu ce débat sur François Ruffin à l'Assemblée nationale qui a été rappelé. Son maillot de Saint-Étienne. Qui a été rappelé alors, François Ruffin. C'est une autre question, c'est que dans l'Assemblée nationale, vous n'avez pas le droit d'avoir des vêtements avec des messages politiques. Si demain je veux arriver avec un t-shirt avec un rainbow flag et avec écrit dépénaliser l'homosexualité partout dans le monde, je vais avoir un rappel à l'ordre parce qu'on ne peut pas avoir de message politique sur soi. Néanmoins, là, à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de codes et d'ailleurs, je crois que tout le monde les respecte bien volontiers. Madame Schiappa, le fait d'avoir un maillot de Saint-Étienne n'est pas un message politique. Je vous précise quand même. C'est clair, mais par contre, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que c'est un gouvernement qui a une posture antiraciste. Mais regardez la porte-parole, ce qu'elle se prend. Mais vraiment. C'est grave. Voilà, parce que voilà, elle est naturelle, c'est quelqu'un effectivement qui a des cheveux, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Vous vous rendez compte qu'on en est à débattre de la manière dont s'habille Madame Diane, donc porte-parole du gouvernement, de la manière dont ses cheveux sont coiffés, mais on est où là? Dans quel pays sommes-nous les gars là? Faut qu'on se reprenne. Faut voir d'où ça vient, c'est QI de poulpe, faut pas oublier que c'est Morano qui parle donc. Ouais, Morano, il y avait Barbara Lefebvre là, qui était là. Mais il faudrait qu'elle se taise à un moment quoi. Stop. Parlons intelligemment des vrais sujets comme on le fait ici. Vous n'entendrez jamais. Ou alors si vous l'entendez, franchement je vous invite à changer de radio et à m'appeler en m'envoyant des insultes par milliers qu'on parle de la coupe de cheveux de quelqu'un ou de la manière dont elle s'habille. On s'en tape. Celle de Gamal n'est pas mal hein. Ouais, pas mal. Il y a du relief hein. C'est vrai pas mal. On la travaille. Bon, je vous ai gardé le meilleur pour la fin pour le zapping messieurs. On est un petit peu en arrière quelques mois avant la Coupe d'Afrique des Nations et voici ce que disait le sélectionneur Jamel Belmadi lorsqu'il a repris l'équipe algérienne qui à l'époque quand même, il faut le dire sans insulter personne, elle était au fond du trou l'équipe algérienne quand Belmadi l'a repris, personne ne la respectait. Voici ce que disait Belmadi. Peut-être que j'ai tort ce que je vais vous dire, mais moi vous allez me prendre peut-être pour un fou hein. Mais moi je vais aller dire par exemple à mes joueurs que je veux gagner la Coupe d'Afrique. Et il l'a fait Jamel Belmadi, il l'a gagné les gars, franchement bravo. Là, c'est pas le grand vainqueur de tout ça finalement les gars. Jamel Belmadi, le sélectionneur. C'est le grand vainqueur. C'est une leçon à donner au pays. Les binationaux étaient là. C'est de l'humilité surtout, faut pas l'oublier. Il était extrêmement humble, contrairement au sentiment général. C'était vraiment très très loin de Madjer prétentieux. Je pense que c'est le meilleur entraîneur que j'ai vu au sein de la sélection algérienne. Oui, je suis d'accord. Et je vous cache pas que j'étais pour l'Algérie spécialement surtout pour lui parce que je le trouvais assez bon. En communiqué de presse, je trouvais assez bon dans la manière dont il voyait les choses. Et quand même, il a pris une équipe 10 mois avant la Coupe d'Afrique et qu'il a réussi à faire gagner la Coupe d'Afrique à ce pays. Je trouve et qu'il en avait d'ailleurs beaucoup besoin. Et franchement, il n'y a pas plus classe que ça, quoi. Et puis il a créé une défense. On n'avait pas de défense. C'était une passoire l'Algérie à l'époque. La tactique de la finale d'ailleurs, c'est les gars, vous marquez le plus possible de l'équipe. Et après, vous bétonnez. On peut relever qu'il a réussi à créer un équilibre dans cette équipe qui n'était pas une équipe auparavant. Il a réussi à imposer le fait de mettre des talents algériens, quel que soit leur pays où ils étaient actuellement, parce que l'Algérie avait un petit souci avec les binationaux. Il y en avait quand même 19 sur 23. Il avait aussi une expertise du football africain que peu n'avaient. Donc ça c'était important. Donc il connaissait bien ses adversaires contrairement à certains. Donc à chaque fois il a mis en place une équipe qui était adaptée à l'équipe qui était en face. Ça c'était très fort de sa part. Et puis il a fait ce que personne n'était capable de faire depuis des années. On l'a vu avec Madjer aussi qui était très prétentieux et un mauvais communicant. Et puis c'est peut-être aussi l'élan actuel en Algérie, ce souffle de liberté qui souffle depuis des mois et des mois en Algérie, qui a inspiré peut-être Belmadi, qui a ouvert aussi certaines portes. Donc le tout conjugué a donné ça. Et malheureusement, quand on sait qu'il y a une belle chose qui se fait ou qui apparaît comme ça du jour au lendemain, malheureusement ça ne dure pas. Moi j'espère que ça va durer un peu plus que ça. Il n'y a pas de raison. Au moins pour la prochaine Coupe du Monde avec une belle qualification pour l'équipe d'Algérie. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un franco-algérien et qu'à chaque fois quand il parlait, il dit il faut qu'on ramène la coupe à la maison. Au peuple. À la maison, bien sûr. Exactement, à la maison. Donc lui, c'était son objectif. Et c'est une leçon à tous les pays aujourd'hui qui vont aller chercher des entraîneurs
d'autres pays, européens, en sachant qu'ils ont des qualités et des compétences dans leur surtout que la finale, pays. C'est 2 entraîneurs africains. Exactement. De la même ville d'ailleurs, de Champigny-sur-Marne. Et puis dernière chose pour rigoler, Belmadi il a un peu d'humour, les gens l'ont pas noté. Oui. Il a quand même taillé un petit peu les Égyptiens en allant en Algérie. Il leur a dit, on se souvient de ce qui s'est passé en 2014, c'est une petite leçon, là, on l'a fait chez eux, quoi. Alors moi, ce que j'ai adoré de la part de Belmadi, c'est quand on lui a posé la question, qu'est-ce que vous avez pensé du soutien des Égyptiens, il a dit, excusez-moi, je vais attendre de revenir en France pour aller voir mon opticien. Ça, c'est excellent. Voilà, bravo, M. Belmadi. Le stade était vide et c'est dommage. Info zappé, messieurs. Tiens, info zappé. Nadine Morano s'est défendue hier soir sur LCI après donc son tweet dégueulasse sur Sinadier, donc la porte-parole du gouvernement. Elle avait notamment qualifié la porte-parole de Sénégalaise bien née en tenue de cirque, estimant que celle-ci était fort mal habillée lors du défilé parisien du 14 juillet. Nadine Morano a brandi le principe de la liberté d'expression pour justifier ses propos polémiques. Sa tenue me choque et j'ai le droit de le dire, a-t-elle dit. J'ai dit et j'écris ce que je veux. Elle déshonore sa fonction, a poursuivi l'eurodéputé avant de nier le caractère raciste de son tweet injurieux, messieurs. Voilà donc Morano qui s'explique et qui remet une couche finalement. Continue. Morano, franchement, moi ce qui m'impressionne, c'est le niveau qu'elle a. Franchement, j'ai rarement vu un truc pareil. Sur un plan intellectuel, c'est 0 pointé. Sur le plan des idées, elle est inexistante. Et elle est élue, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on lui donne de l'argent à une femme comme celle-là. Qui elle était ministre. Oui, elle était ministre. Sarkozy, donc ça va. Le niveau était tellement bas que ça marchait. mais moi, je suis impressionné. On donne beaucoup d'argent à une femme qui a aucun niveau. Là, vraiment, ça me rappelle un peu le bled, l'ex-bled, parce que ça change aujourd'hui, j'espère. Ouais. C'est de mettre des gens à des postes pour lesquels ils n'ont absolument pas la vocation. Elle, je la vois, vendeuse de poissons, marchande de gaufres. C'est vrai. C'est vraiment, elle a le profil type. On dirait une caricature de marchande de gaufres. Achetez mes sardines. Voilà, les sardines. Voilà. Donc vraiment, c'est non, surtout pas. La poissonnière. Je voulais juste dire un truc parce que j'ai pas pu placer la petite blague d'ailleurs. Tout à l'heure, on parlait de lobby. C'est pour conclure. Il y a 2 lobbies très puissants en France. Le premier est visible et tout le monde le connaît. C'est le lobby juif, comme on dit. Et le second, c'est quand même le lobby des Arméniens. Mais ils ont 2 choses communes, ces 2 lobbies. Il y a un génocide derrière, malheureusement. Malheureusement, ils ont pris cher. C'est pour ça qu'il nous faut un génocide pour réagir. Je dis que ça explique leur lobby. Et leur puissance, c'est parce qu'ils ont compris que quand ils ne sont pas organisés, c'est dangereux. Donc nous, le problème, c'est qu'il faut une conscientisation massive pour qu'on puisse s'organiser. Alors c'est dommage, je ne vais pas dire qu'il faut un génocide, mais vraiment, ça va être difficile d'organiser un lobby, sachant qu'il faut un traumatisme qui radicalise les positions et qui crée une communauté organisée. Et ça, c'est compliqué. Mais les temps changent aussi. J'espère. Bon, une petite info zappée, sachez que l'IGPN a été saisi après qu'un jeune homme était gravement blessé à l'œil vendredi soir en marge des célébrations de la victoire de l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a appris l'AFP. Auprès du parquet, la police des polices devra déterminer notamment si le jeune homme de 20 ans a été atteint ou non par un tir de lanceur de balles de LBD, le fameux d'ailleurs. Entendu brièvement dimanche, le jeune homme a entendu donc dimanche qui se trouvait vendredi soir avec des ennemis sur le quai du Rhône à proximité d'un attroupement, ça s'est passé donc près de Lyon, vous l'avez compris, a déclaré avoir été percuté au moment où il tournait la tête par un projectile qu'il n'identifie pas, mais qu'il pense être un tir de LBD au vu du choc très violent et subi de la présence de forces de l'ordre sur place, a précisé le parquet. Le jeune homme opéré samedi a déposé plainte. L'examen médical légal a confirmé une possible infirmité permanente. Donc son œil, visiblement, il l'aurait perdu. Moi je sais ce qui s'est passé, j'étais là. Ah bon? Il s'est pris une poignée de porte sur la figure. Il n'y aura pas de suite avec la police, c'est pas de problème. Il lui est rien arrivé, c'est toujours pareil, il se passe jamais rien. Le LBD a éborgné un paquet de personnes, il n'y a pas un seul policier qui sera poursuivi pour ça. Et on se rappelle de l'affaire de cette malheureuse Zineb Redouane. Ça commence à faire du bruit. Oui, parce que la famille ne lâche pas. Elle lâche pas. Il y a du monde. Et l'Algérie en a parlé maintenant, et ça commence. Mais parce qu'il y a du monde. Mais de toute façon, faut pas rêver. Il y aura pas de condamnation. Le franco-turc qui a été interpellé hier, qui donc serait l'auteur, puisqu'il l'aurait reconnu, de l'assassinat, on peut parler ainsi, de Monsieur Barry, enseignant de l'université de Rouen. Il l'a roué de coups, il en est mort. A été libéré ce matin, c'est ce qu'on apprend, suite à un état de santé qui ne lui permet pas donc une garde à vue, et directement placé à l'hôpital. On précise que évidemment tout cela a été bien travaillé avec des caméras, etc. Donc il s'agirait bien de lui. Et qu'au moment des faits, il était aux alentours de 20h20 vendredi soir, donc quelques minutes avant le match. Il portait un maillot du Galatasaray. Voilà, ça je voulais le dire. Équipe célèbre d'Algérie, on le savait tous. Absolument. Une petite information qu'on n'en parlera pas évidemment sur BFM, mais c'est sur France Maghreb 2 qu'on vous la donne, d'où la chronique Info Zappé. 70 ans après l'indépendance de l'Afrique, 15 pays d'Afrique de l'Ouest sont convenus de l'instauration
d'une monnaie commune dès 2020 en remplacement du franc CFA pour la moitié d'entre eux. Ça, c'est une victoire posthume pour Kadhafi, messieurs. J'y crois pas une seconde. Ah bon ? Mais pas une seconde. La pression française est ultra puissante. S'ils font une monnaie commune, elle sera imprimée toujours en France. Et surtout, on l'a vu ça à l'époque avec le Conseil de coopération du Golfe. Il devait faire une monnaie commune en 2000. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas. Kadhafi, effectivement, avait ce rêve-là, mais ce rêve est enterré avec lui, malheureusement, dans le désert. Bon, alors, puisque tu parles de la France, parlons des inquiétudes de la France à propos de l'Algérie, mon cher Nadir. La France est inquiète et est favorable et ferait tout son possible pour essayer qu'une élection soit organisée au plus rapide, parce que l'instabilité qui règne en ce moment n'arrange absolument pas les affaires de la France, Nadir. Petite information qui n'a peut-être rien à voir, sachez qu'apparemment on va remplacer le français par l'anglais en Algérie. Ça aussi, ça offusque certaines personnes. Nadir, est-ce que tu comprends l'inquiétude de la France ? Comment répondre à cette question à la fois simple et complexe ? Je peux comprendre l'inquiétude de la France par rapport à ses intérêts qu'elle peut avoir avec l'Algérie, comme je disais tout à l'heure, des intérêts qui sont visibles et d'autres qui le sont moins. Donc elle a besoin d'un partenaire fiable pour continuer à prospérer sur l'Algérie, on va dire. Donc à partir de là, je peux comprendre qu'elle soit pressée d'avoir un interlocuteur qui puisse continuer à bénéficier des rapports et de l'exclusivité que la France avait en Algérie. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit inquiet. Après, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux marches et aux rassemblements qui perdurent depuis depuis quelques mois maintenant en Algérie, c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de ça en Algérie. Les Algériens ont besoin concrètement d'un gouvernement, de gens qui soient à l'image de leur espoir, c'est-à-dire d'avoir une vraie Algérie qui puisse bénéficier à tous, et notamment à tous les Algériens, et non pas à certains responsables politiques ou autres. Donc aujourd'hui, la France a intérêt à trouver très rapidement des interlocuteurs, mais surtout les Algériens ont intérêt de mettre en place une élection qui soit réellement démocratique et qui soit T'es pour une élection ? T'es pour une élection t'es pour quoi alors ? Une constituante. Ah, la constituante dans un premier temps peut-être éventuellement, mais c'est vrai que là, ce que ça a donné ailleurs. Ouais, mais c'est pas évident. Mais après, tu sais, les Algériens, c'est particulier. On le sait très bien. C'est un peuple qui est jeune, mais qui a tellement de frustration qu'il faut savoir essayer de ménager comme il le faut. Mais il faut trouver des leaders. C'est aussi ça le souci en Algérie, c'est que on pense qu'il n'y a pas de leader. Si, il doit y avoir des leaders, mais c'est compliqué parce que il faut avoir confiance en eux. On peut pas mettre n'importe qui. On parle d'expérience, mais si tu mets des gens qui ont une expérience, on va tout de suite mettre le doute en disant qu'ils ont participé à des gouvernements, donc ils sont aussi pourris. Donc c'est très compliqué. Il faut à la fois des gens qui répondent très rapidement aux aspirations et aux attentes pour éviter un drame ou une fin tragique, mais il faut aussi d'un côté des gens qui ont une certaine expertise et certaines compétences. Mais là, j'invite aussi l'Algérie à voir aussi au-delà de ses frontières, et notamment avec les binationaux qu'on a en France. C'est aussi le problème qu'on avait aussi avec l'Algérie, c'est qu'il y a énormément d'Algériens en France et ailleurs, notamment au Canada, qui ont des compétences et qui peuvent éventuellement aspirer à des positions politiques. T'es inquiet, Nadir, ou t'es plutôt rassuré là au vu de ce qui s'est passé depuis des mois ? Non, je reste toujours inquiet. On est vigilant parce j'ai connu aussi les années noires. Ça en prend pas le chemin quand même. C'est compliqué parce que l'Algérie est quand même un pays qui a des ressources. Et quand tu regardes un petit peu le regard que certaines puissances ont sur l'Algérie, sans être dans une optique un peu particulière. Tu parles d'une ingérence extérieure ? Oui, mais bien sûr, il peut y avoir de l'ingérence extérieure, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ingérence interne. Ouais. C'est la capacité que les Algériens ont à mettre en place des gens qui soient honnêtes et qui peuvent nous aider. Après, comme je le disais aussi, les Algériens ont aussi des torts. C'est pas parce que tu vas virer des gens qui étaient corrompus que tu vas tout régler, parce que les Algériens ont pris, pour certains, aussi des mauvaises habitudes. C'est un peu comme là en France. Si tu veux changer le gouvernement et avoir un gouvernement qui soit à l'image de la France, c'est très difficile parce que les Français, eux aussi, ne sont pas parfaits. Donc tu peux pas prétendre avoir des politiques qui soient parfaits. Et pour l'Algérie, c'est pratiquement pareil. Non, Gamal, d'autant plus que l'interlocuteur privilégié de la France est à Harach. Ouais. Saïd Bouteflika. Oui, mais bon. Ouais, le problème de la France avec l'Algérie, c'est deux choses. J'ai eu l'occasion de participer à beaucoup de nombreuses rencontres sur la question de l'économie, du transfert de compétences et technologies, et j'ai eu l'occasion de tacler la responsable qui avait installé l'usine de montage, je précise montage et non pas de construction, de tramway sur Oran. Elle se targuait d'avoir mis une usine, on a fait une usine de tramway. Je lui ai dit non, vous avez fait une usine de montage. On n'a aucune
compétences, on ne bénéficie d'aucun transfert technologique, on ne bénéficie que de 5% de taux d'intégration. C'est quoi un taux d'intégration? C'est la fabrication des pièces sur place. Ça s'appelle de l'exploitation. Vous l'avez fait avec la Roumanie, ça marchait très bien. Vous avez quitté la Roumanie au profit du Maroc et de l'Algérie. On sait ce que ça signifie. Emploi pas cher, une partie est construite là-bas et vous vendez au pays des pièces détachées. SKD, CKD, c'est des systèmes de différentes pièces qu'on assemble plus ou moins. Et aujourd'hui, ce qui se pose sur la question de la France, c'est qu'effectivement, ils ont énormément d'intérêts, pas seulement pétrolier, contrairement à ce qui est dit, ou gazier. Ils ont aussi des intérêts sur un plan du commerce. L'Algérie la France est le deuxième partenaire commercial de l'Algérie en termes de produits importés. C'est-à-dire que l'Algérie vit sous perfusion d'importation de produits chinois d'abord et français ensuite. Voilà. Et c'est 90% la richesse n'est pas créée parce qu'on achète tout. C'est des grands consommateurs, les Algériens, ils sont incapables de limiter leurs importations. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise en Algérie. C'est propre en partie à l'Afrique, malheureusement. Oui, mais l'Algérie, c'est particulier parce qu'ils ont pris un niveau de vie qui est élevé par rapport au reste des pays africains, parce qu'on a plus de 60 milliards de dollars par an qui vient du pétrole et du gaz. L'Algérie, c'est particulier, vous me l'avez répété 2 fois en même pas 2 minutes. Oui, parce que c'est normal, c'est un pays qui est très riche, c'est pas un pays pauvre. C'est un peu comme la Libye, c'est des pays qui étaient des importateurs nets. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Français ont commencé à investir à petite dose dans des usines de montage et ils commencent à faire des transferts. Et Peugeot vient d'être inauguré hier dans le montage, mais aussi ils apportent avec quelques usines de fabrication de pièces. Donc les enjeux sont très importants pour la France parce qu'ils ont besoin de cet argent pour alimenter leur compte. Alors évidemment, ils regardent d'un mauvais œil une déstabilisation du pays. Ils sont intéressés pour savoir qui aura le pouvoir et ils ne le savent pas parce que qui est en mesure aujourd'hui de dire quel sera le ou la personne qui sera en mesure de diriger le pays de façon d'ailleurs intègre, on va l'espérer, mais surtout avec une poigne de fer. Parce que les Algériens, on ne les dirige pas comme on dirigerait les Marocains, par exemple. Il faut vraiment un dirigisme assez solide. Parce que malheureusement, l'Algérie a une sale habitude. Ou les Tunisiens. Ou les Tunisiens, oui, mais les Tunisiens, c'est autre chose. Parce que le problème de la Tunisie, c'est qu'il y a aussi la pauvreté qui se grève avec. L'Algérie est un pays rentier, il ne faut jamais le perdre de vue. Oui, envie de tourisme d'ailleurs. Voilà, le mal de la Tunisie, c'est le tourisme, dans la mesure où c'est la seule production de richesse avec un petit peu de phosphate. Mais ce qui se passe en Algérie, c'est qu'il y a beaucoup d'argent et que l'enjeu essentiellement est financier. On a entendu parler de 177 milliards de dollars. 177 milliards de dollars de fonds détournés, la moitié du budget annuel de la France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est monstrueux. C'est-à-dire que ce qui est volé en Algérie, c'est pire que 40 ans de règne de Hassan II. Ça vous dire un peu. C'est 4 fois le règne de Hassan II. Donc ce qui doit être fait, c'est d'abord nettoyer la corruption d'État. Ensuite, nettoyer la corruption du peuple. C'est en train d'être fait, ça. Oui, mais en partie. L'exemplarité, c'est de dire au peuple, l'État n'est plus corrompu, ne soyez plus corrompu à votre tour. Parce que ce qui s'est passé dans les années 80, c'est que la corruption d'État a suinté sur la population. Oui, bien sûr. La minorer. Non, mais la minorer, puis la remettre dans les casernes, tout simplement, dans sa fonction première. Défendre le territoire. Défendre le territoire et les frontières. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont éduqué le peuple à la corruption. C'est-à-dire que vous allez n'importe où en Algérie, s'il n'y a pas un bac chiche, c'est pas la peine. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment une éducation populaire qui doit se faire. Alors maintenant, je suis positif. Ce qui s'est passé depuis 4 mois est tellement extraordinaire et inattendu que j'espère, avec cette nouvelle conscientisation politique, que vont émerger des nouvelles figures algériennes. Et là, comme tu l'as dit, Nadir, nationales et binationales. C'est-à-dire que nous ne sommes pas non plus une quantité négligeable, nous représentons 20% de l'Algérie à l'extérieur des frontières, c'est pas rien. Donc un Algérien sur 5. Donc aujourd'hui, si on est capable de construire, comme on l'a fait avec le foot en vérité, le foot c'est un véritable laboratoire. Ce pays va émerger, c'est un bel exemple. Et maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie est un pays particulier aussi parce que c'est un pays qui fonctionne par à coup. Il est capable de faire un bond extraordinaire et après il stagne. Là aujourd'hui, on espère qu'on repart sur le bond et qu'on sera un modèle pour les Africains, au sens large du terme, pas seulement les Nord-Africains. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Mon cher Nasser, tu partages un peu l'avis de ces deux messieurs très nationalistes. Je partage, mais en même temps, il parle avec le cœur, parce que c'est quand même des Algériens. L'Algérie, c'est particulier, on va dire. Par contre, sur la France, il faudrait peut-être leur rappeler que l'Algérie est indépendante et qu'ils peuvent s'inquiéter comme ils veulent, mais c'est le peuple algérien qui va décider ce qui va être fait dans les prochains mois en Algérie. Est-ce que le fait d'enlever le français au profit de l'anglais, c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie ? Non, c'est une très très mauvaise nouvelle. Non, je pense que c'est la provocation par rapport à certaines choses. C'est parfaitement inutile. Moi, je dis quand vous retirez. Il y a un rejet anti-français là-bas. Oui, mais c'est ridicule. À monter. Il faut privilégier l'anglais. Il faut pas retirer le français. Il faut privilégier les deux langues. Et il faut privilégier le berbère. Il faut privilégier le chinois. Je veux dire, je comprends pas la logique qui consiste à dire on retire une pour l'autre. Ça n'a aucun sens. On retire pas, on additionne. Je sais pas, c'est incroyable quand même ce genre de logique. Ça t'inquiète un peu, ça, Nadir, le fait qu'il y a une espèce d'anti-français qui s'exprime là. Je pense que c'est la provocation de certaines influences en Algérie. Ça, c'est pas l'urgence de
de prioriser une langue au détriment d'une autre. Il y a d'autres urgences en Algérie, elles sont surtout sociales et économiques. Absolument. Donc à partir de et politiques bien évidemment. À partir de là, il faut aller à l'essentiel. C'est comme la France aussi, comme par rapport à la crise des gilets jaunes. Mais l'Algérie a besoin très rapidement que les Algériens se mobilisent concrètement politiquement et s'organisent à mettre en place des gens qui ont des compétences dans les domaines nécessaires aujourd'hui. Avant le quiz, oui Nadir, il y a un quiz dans le Grand Forum. Oui, il va vous opposer dans un instant. Et Gamal Abina me faisait remarquer très justement que ce quiz est très attendu de la part de beaucoup d'auditeurs. Voilà. Donc je dis ça, je dis rien. Juste une petite question, messieurs, ça ne nous aura pas échappé, on est en plein été, la chaleur est là pour en prouver. On est en période aussi de vacances. Vous, quel type de vacances vous privilégiez? Est-ce que vous êtes camping? Est-ce que vous êtes appartement? Est-ce que vous êtes hôtel? Ou est-ce que vous êtes plutôt à mettre votre toile de tente dans la forêt amazonienne? Nasser, c'est quel type de vacances toi qui te convient le mieux? Ça dépend de l'endroit. Ouais. Ça dépend de l'endroit. Donc après, effectivement, moi, si je pars vraiment en vacances et que je veux vraiment rien faire, je prendrai un hôtel pour me détendre complètement. Mais parfois, quand je partais en Asie, je préférais aller dans des maisons. Donc voilà, et voir. C'est pas camping. Chez l'habitant. Absolument. Nadir Kayesh, pareil qu'il est un peu camping lui. Détrompe-toi. Non, je suis plutôt 5 étoiles. Ah ouais? J'ai pas les moyens, mais il trouve les moyens. Mais il trouve les moyens. Les magazines. Mais non, j'aime bien la montagne. L'année dernière, j'étais du côté du lac d'Annecy et la Haute-Savoie. T'as pas souffert de la canicule là-bas? Non, il a fait bon, mais tu sais, la montagne, t'as un air particulier, t'étouffes pas un peu comme la région parisienne, donc automatiquement l'air est différent, la chaleur également. Mais et en plus en tant que Kabyle, tu sais, moi je reviens à mes ressources. J'aime bien la montagne, le caillou, les épines, les odeurs, l'olive. Voilà, tu comprends. Ouais, je comprends, ouais. Mais le luxe, c'est pas mal, le luxe. C'est pas mal aussi. Voilà. Gamal, t'es plutôt quoi, toi? Moi 6 étoiles, j'ai encore plus loin. Non, je rigole, quoi. Mais moi, il y en a qui me pique, je deviens fou. Non, moi c'est hôtel, c'est maison, en aucun cas camping. Et encore moi, je parle même pas d'étoiles de tente, je suis pas Kadhafi. Non, je prends pas le risque. Faut pas ça va. Son camping était quand même grand luxe. Oui, grand luxe quand même, les scorpions ils passent. La preuve, il a été piqué malheureusement. Bon, allez, à tout de suite. Le quiz, heureusement que la pub est là, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Nadir Kaya, avec Gamal Abina et Nasser Lajili, messieurs. Alors, on a parlé beaucoup d'Algérie, aujourd'hui ici même. On risque de parler de Yacine Bellatar demain, les gars. Il vient de faire un tweet qui a scandalisé la fachosphère à propos de la possible arrivée de Laurent Blanc au Maroc, qui devrait remplacer Hervé Renard, c'est ce qui se dit en tout cas. Laurent Blanc en plus, ça s'invente pas. Laurent Blanc, et Yacine Bellatar dit si on pouvait faire un peu moins blanc que Laurent Blanc, ça serait pas mal aussi. Et donc le tweet lui vaut une cascade de gens très énervés. Il a alors pour une fois, je suis pas souvent d'accord avec lui, mais pour une fois, il a parfaitement raison. L'Algérie et le Sénégal ont montré l'exemple et ils achètent Laurent Blanc, ça s'invente pas. Je veux dire, pourquoi ils vont payer un type au prix de l'or pour un résultat qui sera pas à la hauteur? Si ça serait un peu moins blanc, ça serait pas mal aussi. Voilà. Oui. Qu'il soit africain, je sais pas. Mais et puis, il risque d'y avoir une belle équipe de foot à Harash, puisqu'on parle de la possible arrivée de Harash, donc du président de la fédération de football algérienne. Tant mieux. A priori, il se dirige tout droit vers le Harash. Il n'a d'ailleurs pas été reçu par le président pour les cérémoniales, etc. Voilà, donc il va peut-être s'occuper d'organiser la fédération à la présidence d'El Harash. C'est parti pour le quiz que va découvrir mon cher Nadir Kaya aujourd'hui. C'est son premier quiz. Nadir, ça va, tout va bien? Ouais, allons-y. Bon. Mes questions ont toutes un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes, messieurs, le 23. On est d'accord? Tout le monde suit, d'accord. Alors, qui est condamné à mort pour sa collaboration de son gouvernement avec l'État allemand par la Haute Cour de justice en 1945? C'est Laval. Robert Laval. Non, alors c'est pas Laval. Alors c'est son comparse. Et qui a été sauvé d'ailleurs par De Gaulle. Ah, c'est Pétain. Pétain, bien sûr, le général Pétain, il a été sauvé par De Gaulle. Maréchal Pétain, effectivement. Qui est, je crois, le vainqueur de Verdun. D'ailleurs, pour la petite histoire, il est mort d'ailleurs un 23 juillet, mais un petit peu plus tard, en 51, je crois. C'est ça. Voilà. Premier point pour Gamal Abina. Je cherche à présent une femme qui s'est rendue célèbre, notamment non, en défrayant la chronique en 98-99 aux États-Unis. Elle est née en effet le 23 juillet 1973. De qui je parle? Sarah Palin? Pas du tout.
En défrayant la chronique. Ah oui, défrayer la chronique. C'est pas la secrétaire de Clinton. Ah oui, c'est Oui, j'ai oublié son nom, mais je vois. Bobrisky, c'est Monica. Monica, ça va revenir. Monica, c'est une juive ashkénaze. Ça, on s'en fout. Non, parce que je me suis rappelé par rapport à son origine européenne. C'est Monica. Monica Pavellucci, Monica. C'est pas Bellucci, la pauvre. Ouais. Elle a bien réussi dans sa carrière avec les cigares. Monica. oui, absolument. Ouais, Monica Lewinsky. C'est moi qui le dis. Voilà. Absolument. Bon, allez, Nadir, il est pour toi le point. Ouais. Un partout. J'ai bien commencé quand même. Quel empereur entre en vainqueur à Alexandrie en 1798? Bonne réponse de Nadir Kaya. Napoléon. Il faudrait qu'il rende l'obélisque. Parce que les gens ne le savent pas. 2-1 pour Kaya, 0 pour monsieur Lagili. Absolument. Non, mais il décolle là. C'est la Tunisie qui décolle. Ça arrive. Quel pays inaugure les premiers logements en préfabriqué en 1927? L'Allemagne. L'Allemagne. Bonne réponse, Gamal Amina. Bravo. De partout. Sénégal-Algérie se rejoue ici même sur France Maghreb 2. On se demande qui est sénégalais d'ailleurs dans l'histoire. On cherche. De partout. Et les Tunisiens sont spectateurs. Comme toujours. Ça, c'est salaud, ça. Quel Français, question sport, quel Français remporte son premier Tour de France? Je suis mort. En 1978. Bernard Hinault. Il l'a eu. Gamal Amina. J'en reviens pas. Bernard Hinault. En 78, il l'a remporté combien? 7 fois, je crois. 7 fois, oui, ça c'est 7 fois. Incroyable, 7 fois. J'ai une dernière question pour la route. On en a combien là? 3-2 pour Amina. Dans quel pays, à présent, dans quel pays européen même, où au moins 81 personnes sont mortes dans des immenses feux un petit peu partout dans le pays? C'était en 2018. Portugal. Pas le Portugal. Espagne. Grèce. C'est pas Grèce. Bien. Bravo, monsieur Kaya. Égalité complète entre monsieur Kaya Nadir qui est revenu en force et Gamal Amina. Donc 3 partout, messieurs. Bravo. Vous allez faire un beau spectacle. Ils sont les Tunisiens. Ils sont en demi. Tu peux toujours attendre. Ils sont en demi. Ils ont même pas gagné la 3e place. Bah oui. Mais c'est normal, c'est Giresse. C'est une star. Il faut changer quelque chose. Non, Nasser Lagili. S'il te plaît, envoie un SMS tout de suite au président de la Fédération tunisienne de football. Tu sais que les Sénégalais ont échappé à Giresse. Il faut juste arrêter avec lui. Il devait donner 2 millions d'euros pour le prendre. Et là, je te rejoins gratuit là-dessus. Non, mais faut arrêter. Mais oui, c'est horrible. Non, mais l'exemple, comme le disait tout à l'heure Gamal et Nadir, l'exemple de l'Algérie et du Sénégal est un très bel exemple. Bien sûr. Faisons appel à la comment dirais-je, à la qualité locale. Bien sûr. Monsieur Belmadi, on a vu ce que ça a donné. Alors c'est vrai que quand même, faut reconnaître à Elodie qu'il avait fait un bon travail à l'époque quand même. Oui, il a fait un très bon boulot, mais bon, encore une fois, j'ai presque envie de dire que la Yougoslavie c'est le Sud, pratiquement. Oui, par rapport à ses engagements mais politiques. C'est vrai quand on voit Hervé Renard qui est pas un mauvais entraîneur, mais il a fait un beau boulot, mais il a pas amené de trophée. Mais il a rien gagné. Écoute-moi, il n'a absolument rien gagné dans sa carrière. C'est clair. D'accord. Voilà. Donc à partir de là, je veux dire, il faut se poser les bonnes questions. Donc surtout Giresse, quand même, il fallait chercher la naphtaline. Et je rappelle l'information effectivement que Benasser a signé au Milan AC. Ça c'est la bonne opération du moment. La star algérienne Benasser. Et on parle vraiment de d'autres. Finalement, la CAN a été très bénéfique pour beaucoup de joueurs algériens qui vont en profiter et pour aller signer dans les grands clubs. Par contre, moi je suis déçu pour Fekir qui part au Betis. Ah oui. Ouais, je pense que c'était pas un club de son standing. Non, Fekir il part pas au Betis, il part à Séville, mon ami. Non, au Betis. Attends, j'ai vu ça tout à l'heure. Fekir de Lyon part à Séville. Ouais, bon, même là, pour moi, c'est pas un club à la hauteur de son ouais, talent. c'est un peu moins ça. Ouais. Mais bon, à vérifier, les gars. Moi, j'ai vu Séville. Bon. En tout cas, Neymar se dirigerait plus maintenant vers la Juve. Messieurs. Moi, j'ai entendu avec un échange. J'ai entendu la JSK. Je suis sûr. Parce qu'on a un nouveau stade, donc à partir de là, ça devrait faire. Il a été sponsorisé par Get Salah ou pas? Bien sûr. Non, c'était Boutef. Ah, c'était Boutef. C'est la grande époque de Boutef. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup. Vous nous avez offert une belle émission et il faut remettre le couvert à tous les trois. Vous êtes magnifiques. Avec plaisir. Merci, monsieur Nadir Kaya, et j'espère te revoir bientôt. Hein? Si Dieu le veut. Oui, Inch'Allah. C'est un vrai challenger sur le quiz, faut se méfier. Ouais, grave. Alors là, tu sais que le champion du quiz, est-ce que tu connais le patron du quiz? Est-ce que tu connais le patron du quiz dans le LGF, monsieur Kaya? C'est monsieur Abdestamitash. Ah ouais? Imbattable. Ah, c'est un assassin. Le gars de droite là. Le gars du centre. Le gars du centre. Il est à droite. Il est au milieu. Il est au milieu. Il ne prend jamais parti, Tash. Jamais. Toujours in the middle. Demain, avec Emmanuel Michael, avec Razik Metiche, avec Faiza Ben Mohamed. Jeudi, avec Nassim Lachlache et justement le patron du quiz, monsieur Abdestamitash et Audrey Pronosti. Et vendredi,
Anissa Mzisti va se frotter à Tarek Mami. Vendredi entre 16h et 18h. Bonne soirée à vous. Merci messieurs pour votre excellente prestation. Et bravo à tous celles et tous ceux qui écoutent France Maghreb 2 à fond à cette heure-ci. Ça s'appelle le Grand Forum. Faites passer le message, on compte sur vous et n'oubliez pas de télécharger l'application pour l'emmener avec vous sur votre lieu de vacances. Et n'hésitez pas à mettre France Maghreb 2 sur votre plage. Oui, là vous allez vous baigner à fond. On se baigne, on se fait plaisir et on écoute la radio et on s'instruit. C'est un peu ça le principe. Salut à tous, on est là jusqu'au 2 août les amis. Profitez-en, il est 18h02. Dans un instant, Medjed pour la suite des festivités sur France Maghreb 2, si je puis me permettre, juste après le rappel de l'actualité de ce mardi soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Un nouveau record de chaleur battu aujourd'hui en France. Il a fait 41,2 degrés à Bordeaux contre 40,7 pour le dernier record qui datait d'août 2003. On a aussi dépassé les 40 degrés à Angers, à Rennes, à Blois. 80 départements sont désormais en vigilance orange ou forte chaleur. Dans les Landes, un feu de forêt s'est déclaré entre Arcachon et Biscarrosse. Une centaine de pompiers sont sur place. Le trafic SNCF est pour le moment interrompu. Jamais les députés de la majorité ne se sont autant opposés à un texte, mais cette fois encore, ça passe. L'Assemblée approuve la ratification du controversé traité CETA par 266 voix contre 213. Dans le groupe La République En Marche, 50 députés se sont abstenus, 9 ont même voté contre. L'enquête du gouvernement avait dédouané François de Rugy. Celle de l'Assemblée conclut que son ancien président n'a commis aucune irrégularité. Elle vient d'être publiée. Toutefois, 3 dîners jugés privés sont épinglés et seront remboursés. Quant à l'affaire des frais de mandat utilisés pour payer ses cotisations d'élu, eh bien, François de Rugy plaide pour une simple avance de trésorerie. Il assure qu'il a rapidement remboursé. C'est ce que révèle le Canard enchaîné à paraître demain. Angela Merkel félicite Boris Johnson et elle dit vouloir poursuivre l'amitié étroite entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. L'ancien maire de Londres, pro-Brexit, est le nouveau Premier ministre britannique. Il sera officiellement nommé demain après avoir rencontré la reine. Lui était un symbole de la répression de Tiananmen. L'ancien Premier ministre chinois Li Peng est mort à 90 ans. L'agence de presse officielle Chine Nouvelle a salué, je cite, un membre exceptionnel du Parti communiste chinois. Un rugbyman du Stade français vient d'être contrôlé positif à la testostérone. Le 3e ligne sud-africain André Stassen. Il risque une suspension de 2 à 4 ans. Et puis sur le Tour de France, 2e victoire d'étape pour l'Australien Caleb Ewan. Le Français Julien Alaphilippe conserve lui son maillot jaune. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.